Émission 562. Cette semaine, Mystic You, volume 1. En direct de leur studio, situé à Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine en studio, je suis entouré d'une équipe dont les membres se lancent mutuellement des charmes. Je vous les présente à l'instant. Le premier, un charisme qui ensorcelle. Simon Chénier est avec nous. Bonjour Simon. L'actualité! Pas la bonne personne. Ah oui, ok, non, je suis pas la bonne personne, je suis pas au bon moment. T'es pas Gauthier. Non, ça va mal, mon affaire. Bonjour Simon. Allô? Le dernier est l'avatar vivant de la magie du chaos. Jake Dion est avec nous. Bonjour Jake. C'est bien vrai, ça. Comment allez-vous, les gars? 2 secondes avant de commencer le show, ça vous dit depuis... Non, ça me tente plus. On est là, on est assis, on a notre petit dos, Jake a son café, mais on fait plus le show. Non. On jase, mais on s'enregistre pas. On s'enregistre pas. On fuck ça tout le monde. On peut le fucker si vous voulez, c'est pour vous autres. Là. Ah, ça serait drôle. Ça fait longtemps Je pense qu'on qu'on en a déjà assez fucké. Oui, non, oui. mais ça fait longtemps, les gars, qu'on n'a pas fait genre un show concept, là. C'est quoi un show concept? C'est Rien vrai. faire. On a déjà fait ça, là, avant, là. Tu sais, des shows genre spéciales, là, que c'est pas des nouvelles puis un review. C'est juste comme nous autres qui fait semblant qu'on est dans l'an 1970. Oui, on a fait ça ici à l'émission. rappeler, c'est Ouais. Ça a duré 30 secondes. Oui, c'est ça. Mais tu sais, vous savez ce que je veux dire. Là. On est dû pour On est dû pour un show spécial. concept. Ben là, on a parlé un petit peu avant l'émission. Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient. Oui, Non, oui. on va Ben voir. ça, tu vois, c'est une excellente idée, Oui. même si on dit pas tout de suite c'est quoi. Non. Mais tu sais, on avait parlé et tout là, depuis des années, man. Je pense même que vous n'aviez parlé avant que je fasse partie de l'équipe, donc ça fait au moins plus que 9 ans. Non, tes années augmentent à chaque fois, là, mais pas à ce rythme-là. ben, Je t'en je- rajoute beaucoup, je J'ai trouve. déménagé à Montréal en 2011. Oui. Fait que, tu sais, fais le calcul. 9 plus 11. En tout cas. Puis... 20? C'est ça. Puis, vous aviez parlé de En faire 2018. un show. Vous aviez parlé de faire un show musical. Ah ouais. Oui. Moi, ça me tente de Mais faire oui, ça fait longtemps. Il faudrait qu'on se pratique. Ouais, ça, par c'est exemple. juste C'est fallait ça que le problème. j'écrive des tunes que j'ai jamais faites. C'est ça, ça serait tough. Puis, Là, tu sais, imaginez l'exécution là, de tout ça. Oh là. my god. Ah, ça serait hot en crise. par exemple. Ça serait Ça dégueulasse. serait vraiment le fun. Mais ça serait drôle en Ouais. crise. On Est-ce le que, croirait. pensez-vous par contre, parce que vous jouez de la musique, les deux, moi je fais pas de musique pantoute, seriez-vous en mesure de m'aider à progresser légèrement dans mes capacités musicales? Moi, je pense honnêtement que tu serais meilleur que moi. Pour chanter? Ouais. Ah, je Moi, pense pas. j'ai plus de voix depuis 10 ans. Ouais. Je suis pas capable de chanter. T'as de la bonne voix radio. Ouais, mais tu sais, comme la dernière fois que j'ai été au karaoké, tu sais, j'ai demandé des conseils à Laurane. Puis Qui chante, notre ami Laurent. Oui, qui chante super bien, tu sais. Puis j'étais pas capable de les appliquer. Fait que tu sais, c'est une affaire de respiration puis de comment tu pousses l'air. Puis Ouais. moi, tout sort de la gorge. Fait que tu sais, Faut je que tu sortes chante du sternum. Puis après 2 tunes, je suis plus capable. là. Fait que puis là, tu sais, la première tune que j'ai faite, c'était Gangsta Paradise. Oui. Que ma blonde faisait les bouts de Coolio et moi je faisais les bouts de chanter. Mais Chris, c'était haut en esti, là. Ah ouais? Tu sais, je sonnais un peu comme Michael McDonald. C'est ça. Donc, fait que moi, je pense que tu serais meilleur que moi. Ah, je sais pas. Oh oui, Il même faudrait moi, que- j'ai l'impression que tu me mettrais une petite magie là-dedans. justement. Ouf. Des fois, je chante tout seul, parce que je parle beaucoup tout seul, ça m'arrive. Des fois, je chante tout seul aussi, puis je me tape moi-même ses nerfs, donc je suis pas sûr. Ça, Moi, c'est drôle, je pense que je suis capable de chanter correct quand je fais une voix de quelque chose. Quand Ouais. c'est ma voix, ça marche pas. Mais si, mettons, j'imite quelqu'un, Ouais. Mais ça marche. Ça marche. Genre je Gilles me- Vigneault, genre. Ouais, Gilles Vigneault. Ouais. Parfait. Pierre Lapointe, ça, c'est moi, par exemple. Moi, je me garde le Pierre Lapointe. T'es-tu capable de Pierre Lapointe? Tu fais-tu un bon Pierre Lapointe? Non, non, juste le faire me tape sur les nerfs. Ouais. Fait que non. Je veux saluer notre ami Monsieur Juice, un auditeur qui a des problèmes de santé, qui a découvert ça la semaine passée. Je veux pas dire c'est quoi, OK. mais bonne chance à toi, Monsieur Juice. Je pensais à lui la semaine passée.
Donc, une petite pensée pour lui. Puis c'est grâce à nous, d'ailleurs, qu'il a rencontré sa copine. Donc, ben oui, c'est vrai. Je sais qu'il nous écoute à chaque semaine. Ça, tu me prends par surprise. Ah, c'est rien de très grave. C'est juste que, bon, la semaine passée, il était à l'hôpital. Mais je pensais à lui. Je me disais, on va le saluer à l'émission parce que c'est quand même important. Puis il fait partie de l'entourage des Mystérieux. Puis c'est un de nos amis. Non, je penserais pas. J'ose pas penser, en tout cas. C'est une intermission transmise sexuellement. Non, arrête. C'était cute le moment, tu viens de le scraper. Ouais. Non, je suis sûr qu'il apprécie. Mr. Juice porte pas son nom pour rien. Hey, je veux j'ai écouté des CDR puis ils ont le Je veux ça, moi, à chaque show. Genre. Je t'interdis d'avoir cet appareil-là au show, man. Tu vas être désagréable. Ça va être absolument horrible. Je trouvais qu'il l'utilisait pas assez. C'est déjà pas mal assez, je trouve. Petite nouvelle pour les gens qui sont membres de notre Patreon. Il y a un épisode qui va arriver cette semaine. Déjà, oui. Épisode 6 de Bifurcation que j'ai enregistré avec mon ami Benoît Gagnon, avec qui je joue une game, où je jouais une game de l'appel de Cthulhu. Elle est terminée. Maintenant, on s'en va vers une Dungeon Dragon, pardon. Et là, je suis tombé pas mal dans la soupe. Hey, que t'as de l'air excité. Hey man, je capote comme un enfant de 15 ans, c'est incroyable. Tu m'as montré tes affaires, tu m'as tout expliqué le backstory de mon personnage. T'as de l'air vraiment trippé, là. Ça a l'air de Mais c'est ça qu'il faut, hein, en passant. Ouais. Si tu y vas à moitié, c'est plate en C'est ça. Là, moi, je me suis full écrit une histoire pour mon personnage. Je joue un gnome. Vous allez pouvoir tout écouter ça parce que Ben enregistre ses games de Dungeon. Il y a un podcast qui s'appelle le podcast Fly Casual. Faites attention, il y en a un qui est aussi anglophone, mais lui, il est francophone. Okay. Et il fait une game de Star Wars avec des amis. On a fait la game de l'appel de Cthulhu. Puis comme elle s'est conclue il y a 2 semaines, là, on s'en va dans quoi, ça? Chris, je m'ai écouté ça en travaillant. Ça, il enregistre chez lui, là. C'est un... Il y avait des sacres de trop là-dedans. Okay, ouais. Donc, on a plongé là-dedans. Fait que cette semaine, en fin de semaine passée, j'étais allé chez lui. On a discuté de notre futur game. Puis en même temps, j'ai fait un enregistrement avec lui pour Bifurcation. Ça fait 2 fois là, qu'on parle de Dungeon à Bifurcation. Puis là, ça me tentait d'aller un petit peu plus en détail avec lui. Puis que l'épisode va être disponible à partir de jeudi pour les membres Patreon. Et pour ceux que ça intéresse, ça coûte le prix d'un café par mois pour faire en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Super simple de s'inscrire, désinscrire si vous voulez aider à faire en sorte que le show existe. Voilà. Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? Est-ce que vous voulez y aller ou moi je peux y aller si vous voulez? Non, mais moi je n'ai une petite courte. Oui. Une nouvelle ou tu parles d'autres choses? Ben, je parle de mon pénis, voilà. Moi, c'est toujours le premier show de quelqu'un. Hein? La première fois j'ai dit ça, j'en ai une petite. Puis tout le monde s'est moqué de moi. Puis à chaque fois je dis que j'ai une nouvelle, faut que je fasse attention, pas le dire. Ça t'a créé un traumatisme? Un petit peu, tu sais, t'es pas habitué de faire de quoi à la radio que tout le monde entend. Puis là, ok, je viens de dire que j'ai un petit pénis. Hey, ça date de plusieurs années, ça avant que Jake soit à l'émission. Je sais, j'avais une voix différente. Puis c'est parce qu'en fait, j'étais pas... j'avais un avenir. Arrête, dis pas ça. Tu l'accomplis full ton avenir. Ben oui. Oui, Chris, ça fait longtemps, c'est avant que Jake soit à l'émission, donc ça fait au moins 25 ans. Des années 70, là, le show concept. À peu près, exactement. Donc vas-y, mon Ben, je remarque quelque chose, parce que ça veut dire que tu fais cette blague-là à tout le monde, parce que moi aussi, un jour, quelle blague? J'ai dit, ma nouvelle, j'en ai une petite courte, puis t'avais dit, puis là, on avait ri pendant... Vraiment longtemps. Ouais. Ben, tu vois, j'ai des fixations phalliques. Hein. Je fais ce show-là depuis près de 13 ans, mais ça s'améliore pas, mon affaire. Ton personnage de D&D, il a pas genre une petite maillotche, là, ben, magique? Tout est petit pour lui parce que j'incarne un gnome. Donc, c'est une grosse forcément. Mais je suis plus grand que la moyenne des gnomes des forêts. OK. Tu veux vraiment que j'aille dans les détails de mon personnage? Ben, tu peux, ça te tente. Non, mais pas tout de suite. Tu me poseras la question. Okay. Tu me poseras la question tantôt. Après ta première game, là, tu nous expliqueras tout qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Ben moi, je reviens avec mon amour sans cesse de Rob Liefeld. Car on le sait, j'ai été à la chasse tous les comics qui me manquaient de Rob Liefeld. Il m'en manque encore quelques-uns. Mais parallèlement, c'est ça qui est fou. Puis ça, je vous en avais parlé quand que j'ai acheté le premier numéro, qui était Bloodstrike Brutalist. Ben j'ai su des affaires parce que, tu sais, j'avais acheté le premier numéro, puis j'en avais parlé au Mystérieux, et dans le single issue, il y avait plein de pubs de tous les titres qui vont sortir de Rob Liefeld, de la franchise de Rob Liefeld. Donc, il y avait un truc Youngblood, il y avait un truc Brigade, il y avait même un truc qui s'appelait Dutch, qui est un personnage de Team Youngblood, ne pas confondre avec Youngblood, fait par Ed Piskor.
Puis je me rappelle de ta réaction, Simon, de tabarnak, c'est quoi le rapport? Tu sais, genre, tout le monde fait du Rob Liefeld, là, tu sais. Ben, c'est pas vrai, ça. T'as inventé de quoi? Non, j'ai pas inventé de quoi. C'est des fausses annonces. Ah! Parce que là, moi, j'ai fait comme, tu me réserves tout ça, tu sais, j'étais allé à la librairie, ça, puis je suis comme, je veux tout ça, là. Puis là, après quelques recherches, on a comme catché que, il n'y a rien d'annoncé officiellement. Et là, après ça, dans le 3e numéro que j'ai complété, c'est une petite série de 3 numéros, Bloodstrike Brutalist, ils disent à la fin, comme, It was all a joke. Merci d'avoir embarqué dans le joke, tout le monde, haha. Puis là, c'est comme, je voulais full que ça existe pour vrai. Donc, il n'en tient qu'à moi, pour soumettre un projet à Rob Liefeld. Asti que j'aimerais ça, pour vrai, là. Asti que j'aimerais ça. M'aideriez-vous à écrire des... Ben oui. Okay. Moi, j'aimerais voir un comic de Pouchman, sa fausse couverture qu'il a faite. Là. Ça pourrait être très drôle. Mais ce qui est drôle, c'est que Pouchman est un variant cover du numéro 2 de... Puis là, checkez ça. Je perdrai pas mon temps à essayer d'expliquer ça, là. Mais... La série Bloodstrike Brutalist, là, si vous voulez chercher les numéros, donc c'est numéro 0, c'est le premier numéro, numéro 23, c'est le numéro 2, et numéro 24, c'est le numéro 3. C'est juste comme, encore une joke pour faire des liens avec ce qui avait été arrêté dans le temps. Exact, puis comment que Liefeld, il avait arrêté ça au numéro 17, puis là, il avait recommencé le numéro 25 en se disant qu'il allait faire un filler entre les deux. Tu sais, comme, c'était un peu la folie de Image Comics à l'époque. Tu sais, c'était des kids, dans le fond, qui jouaient. Il y avait quoi, 24, 25 ans maximum? Ça, début vingtaine, gros max. Là. Image Comics était un carré de sable. Oui. C'est très bien quand tu l'as... Ah oui. Merci. C'est beau, Simon. Donc, j'ai fini la série qui est pour public averti, mettons, mais ça va vraiment, je trouve, dans les cordes du cinéma douteux. Donc, on n'est pas nécessairement dans la lettre d'amour au genre, mais plus un peu dans la parodie. Moi, des fois, ça, j'ai de la misère avec ça. Tu sais, je donne tout le temps le même exemple, Turbo Kid versus Kung Fury. Ouais. Turbo Kid est un film qui rend hommage, mais comme ça avait été réalisé dans ces années-là. Ouais. Ça s'appuie sur une mythologie versus que ça rit de la mythologie aussi. Exact. Tandis que c'est ça. Kung Fury, c'est plus des... Puis c'est très bon, là. Ça reste excellent, mais c'est plus une parodie qu'un film de genre qui s'établit dans les codes de l'époque. Fait qu'ici, on est vraiment plus dans... Checker ça, comment que c'est drôle, parce qu'il y a des gros muscles, ils pitchent des couteaux, puis il y a des culottes rouges, puis il y a un bike avec une tête de mort... quelque part. Là, j'allais dire en feu, mais ça, c'est Ghost Rider. Donc, pour les hardcore fans de Rob Liefeld, je le suggère. Si vous voulez bien le trouver, c'est Bloodstrike Brutalist. Et le nom de l'auteur, là, riez pas, là. Hein? On est mature, ça, là. On est capable de pas rire d'un nom parce que c'est un nom différent. C'est Michael Fiff. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça son nom, puis ça s'écrit comme ça et ça se prononce comme ça. C'est pas Fiffé. Je pense que c'est Fife. C'est pas Fife. C'est pas Fife. Fiff. Ah ouais. Christophe. Donc, oui, c'est ça. Fait qu'il y en a qui s'appellent comme ça. Puis, en anglais, là aussi, là, on s'entend. oui, c'est ça. Plot en anglais, ça veut dire d'autres choses. Non, c'est vraiment un plotline. Donc, ouais, exact. Fait que c'est ça. C'est ma première nouvelle, une petite courte. Excellent. Merci, Jake. On t'en parle. Ah. Hey, Jake, pas Jake, Simon. Ouais. Et en plus, tu dois plugger que le dernier épisode de Noël chez Isidore est disponible depuis vendredi dernier, le 9e épisode. Le 9e, et je parle de bande dessinée. Ouais. Fait que, pour les fans des mystérieux, allez écouter ça. Et c'est quoi Noël chez Isidore, Simon? C'est un podcast pour les dépendants affectifs de Noël et tous les autres. Oui, un podcast qui est ici dans notre studio. Ouais. Voilà. Mais juste... Caroline, à chaque fois qu'on fait l'émission, ils ont décidé de nettoyer les rues du Myland. C'est pas grave, c'est fait. Mais juste pour les gens qui, mettons, trippent pas sur Noël... C'est pas une excuse, je te dirais. Ben, la magie de ce podcast-là, c'est beaucoup plus le trio d'animateurs. Oui. Donc, on parle de Simon Chénier, Étienne Forêt, excusez. Étienne Cormier, c'est Monsieur Juice. Ah, ben ok. Et Sophie Poscroto. Donc, c'est la chimie que vous avez les trois ensemble. Ah, ben, c'est ça que je trouve. Oui, vous êtes super communicatif. Puis t'as envie de vous entendre discuter du sujet. Ouais, puis tu sais, c'est une excuse pour parler plein de trucs. Là,
Puis ce qui est impressionnant aussi, c'est le travail que tu mets dedans après l'enregistrement. Tu sais, trouver les extraits, puis c'est vraiment bien fait. Ben, merci les gars. Donc, disponible sur le site des Mystérieux Étonnants. Allez dans podcast, section Noël chez Isidore. C'est notre 3e podcast qu'on crée dans ce studio-ci. Vas-y, mon cher, t'as une nouvelle. Oui, ben je peux faire quelque chose de super important. Les sorties Blu-ray la semaine. Ben oui. Parce que, tu sais, il y a le film Brain Scan, le film de 94 avec Edward Furlong qui sort. C'est réalisé par John Flynn qui a fait un des millions de films de Stallone où il est faussement accusé puis il s'en va en prison. Il y en a beaucoup. Haute sécurité. Et aussi le film Justice sauvage avec Steven Seagal. Et là, c'est un ado qui aime les films d'horreur et aussi Aerosmith. Qui découvre un jeu vidéo qui s'appelle Brain Scan. Et c'est un jeu de réalité virtuelle. Ah oui, je l'ai vu, ce film. Dans le jeu, t'es un tueur et tu tues des gens. Mais là, à un moment donné, il se rend compte que je tue les gens pour vrai. Et il y a un personnage qui sort du jeu vidéo qui s'appelle le Trickster, qui a l'air... Genre de Beetlejuice mixé avec du... glam rock? Ouais, mettons. C'est pas le créateur du jeu ou de la compagnie de jeux vidéo, c'est le gars qui fait Q dans Star Trek The Next Generation? Non, ça, c'est dans le film Arcade. Oui, c'est ça, c'est pas le même. Et dans ce film-là, le fait intéressant, c'est que c'est tourné ici. À Montréal? C'est tourné à, je crois, Beaconsfield, sur l'île de Montréal. Et il y a Michelle Barbara Pelletier dedans, qui est la fille qui jouait la première Gabrielle dans 4,5. La première, parce qu'il y en a eu 2. Puis ce film-là, c'est un film culte, mais que j'ai comme passé totalement à côté. Peut-être qu'en 94, j'écoutais pas tant de films que ça. Puis, sauf qu'il y a plein de monde qui m'ont dit « Ah ouais, Brain Scan, j'ai vu ça, c'est hot ». Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Ben, c'est divertissant, là, c'est pas incroyable. Mais ce qui est bon, c'est la trame sonore. La trame sonore est vraiment bonne. Fait qu'il y a ce film-là qui sort. Je me rappelle que c'est la première fois que j'ai entendu parler du band Primus. C'est dans ce film-là, parce qu'à un moment donné, il sort un disque, puis c'est Primus, puis il me semble qu'il imite qu'il joue de la bass ou un affaire. Je m'en souviens plus. Un autre film qui sort, c'est The Horror of Party Beach, un film de 64. C'est assez simple, là. C'est une créature marine qui est jouée par un dude dans un costume qui tue du monde parce que c'est genre il a été radioactivement modifié, voilà. Créé. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un film de plage des années 60, mais aussi il y a plein d'intermèdes musicaux, dans le sens qu'il y a des bands qui jouent. Fait que tu sais, ils décrivent ça comme le premier rock and roll horror movie ou rock and roll horror musical, si on veut. Okay. Fait que, tu sais, juste pour ça, c'est quand même cool. Et il y a beaucoup de bonus avec le Blu-ray, dont un documentaire une rétrospective sur le film. Il y a une entrevue avec les membres du band de Del Hairs qui jouent dans le film. Et il y a un featurette sur les films d'horreur et le rock'n'roll. Parce que souvent, ça va ensemble. Ouais. D'ailleurs, je suis comme dans une passe où j'essaie d'écouter toutes les autres. Il y en a quand même pas mal. C'est le fun, c'est tout le temps des faux bands qui soit ont fait un deal avec Satan ou qu'il y a un tueur dans les fans, ou en tout cas, ça revient tout le temps au même, mais c'est bien le fun. C'est-tu lui qui a inspiré les autres? Ça se pourrait, mais en même temps, tu sais, là, c'est juste qu'il y a de la musique et il y a un monstre, mais les deux sont pas vraiment liés. Il y a un film qui s'appelle Wonder Woman de 73 qui est un film sur un détective qui va aux Philippines pour enquêter sur le kidnapping d'un athlète. Et là, il apprend que c'est un groupe de femmes qui s'appellent les Wonder Woman qui font des arts martiaux et qui sont des assassins aussi. Ils assassinent au nom de Dr. Tsu, qui est une scientifique evil qui veut utiliser les parties de corps des athlètes pour construire ou transplanter des membres. Le parfait spécimen humain. C'est ça. Mais tu sais, c'est un film des années 70, fait que vous pouvez imaginer les effets. Là. C'est brun. Puis ce qui est le fun, c'est que vu que c'est tourné aux Philippines dans les années 70, ben il y a Sid Haig qui est là. Parce qu'il faisait tout dans ce temps-là. Et sur le Blu-ray, il y a 2 versions du film, la version américaine et la version européenne, qui n'est jamais sortie. Sur disque, en fait. Okay. Sinon, il y a un film qui s'appelle Shot,
un autre film de 73 que c'est deux policiers qui s'en prennent à un kingpin en utilisant la blonde d'un petit pusher, puis là, il infiltre l'organisation, mais il y a un des policiers qui tombe en amour avec la fille, mais elle, vu qu'elle est dans l'organisation, elle commence à faire bien de la drogue. Fait qu'en tout cas, vous voyez. Ce qui est particulier avec ce film-là, c'est que c'est un film fait par... c'est comme par des étudiants à la ville de Champaign, en Illinois. Et fait que tu vois que c'est vraiment comme cheap. Ça a été fait pour 15 000 $. Mais il y a quand même des poursuites de chars, puis quand même pas mal d'action, puis c'est surprenant. Et je me souviens, j'avais déjà acheté le VHS il y a longtemps. Et sur la pochette, il y a le petit logo Sony. Fait que je comprenais pas. C'était la première fois que je voyais un logo Sony sur une pochette de VHS cheap. Puis je l'ai regardé, puis bon, c'était cheap, mais ça m'a pas tant marqué que ça. Mais ce qui était le fun, c'est que c'était pas sur IMDb à l'époque. Ah oui. Fait que j'avais aucune information sur ce film-là. Mais quand un film n'est pas sur IMDb, c'est gage de... Ben, tu sais, c'est particulier. C'est underground en tabac. Oui, c'est ça. Ben, depuis, il l'est. Là. Sinon, un autre film, Blast, de 97, qui est réalisé par Albert Pyun, celui qui a fait Cyborg et le premier Captain America. Oui, le fameux Captain America. Il a fait aussi les 4 Nemesis et Kickbuster 2 et 4. Ah! Il a sauté le dos. C'est un peu un rip-off de Die Hard. Là. C'est des terroristes qui kidnappent un groupe de l'équipe de nage de l'équipe olympique de nage américaine. Non, l'équipe olympique américaine de nage, voilà. Oui. Okay. Et il y a juste un concierge qui peut les sauver. Puis sur la pochette, t'as comme la moitié d'une face d'un dude dans un building. Fait que je pense qu'on peut se souvenir du poster de Die Hard. Ça ressemble à ça. C'est exactement la même affaire. chose. Oui. Fait que c'était ça. OK. Ouais. Excellent. Merci, Simon. C'était une moyenne, celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est quand même une pas pire moyenne. Ben oui, dans la moyenne. Ouais, dans la moyenne. Pas mal dans la moyenne. C'était peut-être une grosse. C'est sûr, une grosse moyenne. Ça fait penser, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais Noël Chisidor a été mentionné dans le podcast de Mike Ward sous-écoute. Ouais, c'est vrai. L'épisode avec ma préférée Maud Landry et notre préféré Jean-François Provençal. Ben, ça va mal parce que c'était pas Maud Landry. C'était pas Maud Landry? Non, c'était Catherine Etier. Ah, shit. Ah oui, c'est parce que j'ai écouté celui avec Maud Landry, j'ai mélangé les deux ensemble. Okay. Catherine Etier, qui est très cool aussi. Mais merci à Jeff, c'est nice. Ben oui, une belle petite plug. Moi, j'ai une nouvelle pour vous autres que vous avez vu passer sûrement sur Internet. Moi, je l'ai partagé d'ailleurs sur le Facebook des Mystérieux Étonnants. C'est Yves P. Pelletier, qui est un ancien membre, bien sûr, de RBO, un groupe humoristique ici au Québec, mais qui est aussi un acteur, qui a réalisé, qui a beaucoup scénarisé, qui a annoncé vendredi dernier sur son compte Facebook qu'il travaillait depuis plus d'1 an à la réalisation d'un film adapté de la bande dessinée de Réal Godbout et de Pierre Fournier. Je parle ici de Red Ketchup, qui est en réédition maintenant aussi chez La Pastèque. Vous pouvez trouver des intégrales chez l'éditeur. Donc, plus d'1 an, il travaille avec un réalisateur qui s'appelle Martin Villeneuve, qui est le frère de l'autre, qui a déjà aussi réalisé Mars et Avril, je crois, au cinéma. Oui. Je pense que c'est lui. Si je me trompe pas, je vais regarder après. Ça, c'est le frère de Denis Villeneuve? Yes. Ouais. Êtes-vous sûr? Pas mal certain, okay. Oui. Il a fait dans la bande dessinée aussi, il a écrit une bande dessinée où tu as des dieux cosmiques. C'est très Kirby-esque, là. Okay. Mais je n'ai malheureusement pas lu cette bande dessinée-là. Mais Mars et Avril, c'est un film que j'avais couvert dans le temps pour Monsieur Net. Ouais. Je pense que c'était à l'Impérial, la première avait eu lieu. Et c'est un film qui avait été sauvé grâce à la compagnie des effets spéciaux de Robert Lepage. Et la productrice, à ce niveau-là de la production, était celle qui a produit Turbo Kid, notre ami Johan Carl-Wessel. Ouais. Donc, tout ça est lié. Donc, les deux travaillent à l'adaptation de l'œuvre au grand... On se base sur l'œuvre, donc on n'adapte pas une bande dessinée en particulier ou un tome en particulier, mais on s'inspire de l'œuvre, donc du personnage. Et les deux auteurs principaux de la série, donc Réal Godbout et Pierre Fournier, vont superviser en fait la création de ce scénario-là. On n'a pas plus de détails, on ne sait pas c'est quoi l'histoire en question, on ne sait pas comment est-ce que ça va être fait. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une réalisation d'un scénario qui est en branle en ce moment et qu'on a quand même des grands talents qui sont derrière ce projet-là. Ça, c'est vraiment... c'est quand même très, très cool. Qui va le jouer? Ouais, c'est ça on ne sait pas, question. Mais notre ami Julien Bernatchez de Décideret a écrit en dessous d'ailleurs de cette annonce-là sur Facebook en disant qu'il serait, je pense, prêt à jouer le rôle. Mm-hmm. Et tu as Yves Pépeltier, je pense qu'il est au courant de qui est notre ami Julien. Il a répondu en disant « Oui, je pense que tu as le casting... » du rôle, là, je paraphrase ici, mais je trouvais ça quand même assez drôle. Puis, je trouve ça le fun parce que Red Ketchup, c'est quand même une icône de la bande dessinée québécoise. Ouais. Puis de l'adapter au cinéma,
semble que c'est dû. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Puis on a de la misère ici à vraiment apprécier notre mythologie. On dirait qu'on crée de quoi à la télé, au cinéma, puis on veut pas faire des déclinaisons, que ce soit dans des jeux vidéo, parce que là, le monde ne sont pas vraiment intéressés. Mais là, on a un personnage qui a assez de visibilité, puis assez de renommée pour en faire un film, je pense, qui a un grand potentiel. Qui est visuellement iconique. Oui. Genre, tu le vois une fois, puis tu t'en rappelles toute ta vie, là, ça. de ce bonhomme-là. Fait que ça a le potentiel d'être populaire à l'international. Mais moi, je connais pas assez les acteurs québécois, là, mais Simon, toi, tu les connais. Là. Il connaît tout, Simon. Tu les connais tous. Réal Bossé, peut-être? Ah, ben oui, il a la gueule, Réal Bossé, pour le faire. Ouais. Parce que c'est un dur à cuire, Red Ketchup. Un peu. Il y a un comme peu la la mâchoire de Red Ketchup aussi. C'est vrai, à peu près. ce serait pas pire. Ça. Peut-être. Faudrait le teindre en roux. Ouais. Il est rendu là, tu sais. Ouais. Why not? Ouais, là, garder son look, là, gang. Là. Oui, d'après moi, Essayez oui. pas de le rendre réaliste. Là. C'est pas ça le but. Là. Ce qui serait le fun, c'est qu'on y va carrément dans le caricatural, puis on adapte ça un peu à la manière des sketchs des RDO de l'époque, là, où on va faire des grosses prothèses complètement ridicules sur les visages des acteurs. Pour garder ça cartoonesque, ça pourrait être intéressant. Puis pour les gens qui connaissent pas Red Ketchup, le personnage est basé aussi sur tous les clichés des films d'action des Américains, les films de super-héros. Donc, ça pourrait être un genre de nouveau X13, mettons. Ouais, je le vois un peu dans cette zone-là. X13 qui est même pas si connu que ça des Québécois de façon générale. Là. C'est notre super-héros canadien qui a eu des romans. Il y a eu c'était film. Basé sur des romans. C'est ça. Donc voilà pour Red Red Ketchup. C'était Ketchup. comme une parodie des romans, mettons. Ouais, mais c'était over the top, c'était voulu. Là. Donc Red Ketchup en développement, en espérant voir le film éventuellement sur grand écran. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Jake, tu veux-y aller pendant que je ferme la porte? Parce que tout le monde a décidé de jouer du pipeau de l'autre côté. Ouais, c'est ça, le pipeau. OK. J'ai acheté de quoi dernièrement? J'ai acheté une bonne BD, puis je l'ai lu, puis je voulais vous en parler. Et je me suis rendu compte par après qu'elle était sortie ce mois-ci. Fait que ça peut pas être plus hot and fresh que ça. Je parle d'une BD de Kevin Eastman et Simon Bisley, qui est en fait une recollection d'une histoire qu'ils avaient faite ensemble qui s'appelle Body Count. Et c'est publié chez IDW. Et Body Count, c'est une BD qui a apparu dans les années 90, qui est un espèce de trip insane de Raphaël des Ninja Turtles, parce qu'on parle de Kevin Eastman, le co-créateur des Turtles, et Casey Jones, qui se team up ensemble contre des Yakuza. Là, ça a l'air genre classique, mais la BD par Simon Bisley, si vous connaissez un peu l'œuvre de cet artiste-là, c'est le gars qui a fait Lobo pis tout, c'est super trash, c'est super fucked up, c'est vraiment là, tu sais, comme un film d'action non-stop. Après ça, tu sais, comme il y a un bonus dans la BD qui explique un peu le développement puis comment ils ont écrit l'histoire ensemble. Puis ces gars-là tripaient sur les vieux films de John Woo, les espèces de bullet ballet, là, tu sais, des gars qui se pitchent dans les airs, que Face Off est un peu Face Off, c'est l'apogée de John Woo aussi. Ben, c'est ça. Et, des colombres, du feu, c'est ça. Puis du bullet time. Et le final showdown se passe dans une église. Fait que je vous le dis tout de suite. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, à l'époque, j'avais acheté un single et j'étais au courant que les Turtles venaient de la BD indépendante, mais j'avais aucune idée que ça pouvait être aussi gore et trash et punk. Fait que c'est vraiment là, un trip qui se sont payés et c'est la première fois que cette série-là est collectionnée en trade. Tu viens-tu du nom exact? C'est Body Count. Body Count. Par IDW, mais créé par Kevin Eastman et Simon Bisley. Puis ça vaut vraiment la peine. C'est un titre de Turtle, ça. Oui, mais ça s'appelle juste Body Count. Il n'y a pas Teenage Mutant. Ça m'intéresse, ça pourrait être cool. Ça. Puis pour vrai, si on peut en parler au mystérieux, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Ça a été réalisé en 96, donc mi-90. Puis c'est du gros dumb fun, mais assumé à fond. Fait que ça essaye pas d'être d'autre chose. C'est une poursuite là, qui dure 112 pages, où c'est que tout le monde se tire dessus, puis que Raphaël apprend qu'il capote sur les armes à feu et qu'il aime décimer des personnes. Puis t'as Casey Jones qui est comme « Hey man, calme-toi! » Puis il massacre tout le monde, puis
Vraiment Casey Jones qui essaie de faire une espèce de tu sais, de voir, t'es-tu encore avec moi, là, ou t'es comme devenu débile? Complètement fou. Puis, ben, c'est super le fun, pour vrai. Ok, ben, c'est noté. Puis l'objet, il est en hardcover, c'est une super belle édition, avec toutes les peintures de Simon Bisley qui sont à la fin, plus un peu comme on a fait dernièrement dans ma BD Jardin mécanique. Tu sais, tu montres tout le développement des pages, puis fait que c'est vraiment le fun à lire, puis c'est un petit bijou, voilà. Est-ce que tu lis en ce moment ce que les IDW fait avec les Turtles? Parce que moi, Non. je t'avouerais que j'étais intéressé, surtout quand ils l'ont relancé dans les dernières années, mais j'étais mélangé au niveau, je vais vous expliquer, là. C'est des gros trades, ça c'est intéressant, donc t'en as pour ton argent. Puis bon, d'une shot, tu peux en lire beaucoup. Puis t'es tout en collectionné, donc au niveau de la continuité, tu lis ça, puis c'est facile. Mais on mélange l'ancienne continuité, donc les premiers comics des Turtles, et ce qu'on crée en ce moment, la nouvelle série, ce qu'on peut appeler la nouvelle série. Donc, Ouais. mais visuellement, quand vous regardez les trades ou les collections en volume, on ne sait pas qu'est-ce qui appartient à quoi. Et c'est super chiant, c'est vraiment mélangeant parce que tu peux te renseigner si t'es dans un comic shop, que la personne, c'est les employés qui connaissent la continuité, mais sinon, t'es complètement fourré. Là. C'est vraiment pas facile. Ouais. Parce que en fait, c'est qu'il y a un sous-titre qui est différent, mais toute l'esthétique Et boy, du trade est Il pareil. est pareil, c'est ça, au niveau Fait visuel. que, je pense que c'est les classiques, je pense que c'est Classic Collection, puis Ok. l'autre c'est genre, mais tu sais, c'est en T'es dessous sûr, du là? logo. Faudrait que je vérifie, là, Ouais. mais moi j'ai les deux, là. Ok. J'ai les classiques en noir et blanc, réimprimés en Mhm. gros hardcover, et vous m'aviez offert à ma fête C'est vrai. un trade que j'avais à 2-3 singles, mais que j'ai tout lu. Puis j'ai aimé ça, mais pas assez pour genre faire comme ok, je m'embarque là-dedans. Et ça, Puis, c'est la série dans laquelle éventuellement Donatello meurt, c'est ça? oui, ça c'est de IDW. Là, c'est mêlant parce que Image Comics ont fait aussi une grosse partie des Turtles au début 2000. Et ça, c'est pas compté comme dans le canon. Donc, Il y a plusieurs canons. c'est ça, ouais. Fait que ça devient mêlant. là. J'en ai parlé à l'émission souvent et j'ai réussi, grâce à la magie de Facebook, de retomber sur la conversation que j'avais eue avec un fan des Mystérieux Étonnants qui m'avait tout expliqué la continuité des comic books de Transformers, parce que IDW fait beaucoup dans les Transformers, ils ont les G.I. Joe, ils ont les Teenage Mutant Ninja Turtles, et ils ont aussi d'ailleurs Ghostbusters. Puis c'est fascinant. Je l'ai repris la conversation, puis il m'avait expliqué de la manière qu'il avait dit que les trades sont divisés, et c'est divisé en vagues, c'est divisé en séries. Et il y a aussi, et là c'est quand tu vas fouiller sur Internet, dépendamment du médium dans lequel tu consommes tes Turtles, tes Transformers, on a des coordonnées d'univers, juste pour bien se situer. Je donne un exemple. Si vous suivez les cartoons, ça pourrait être un C. C1 pour la première série, admettons, puis C2 pour la deuxième série. C'est vraiment particulier. C'est vraiment le fun. Donc, ouais, peut-être éventuellement, cette body count, me jeter un petit coup d'œil là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose pour nous autres, M. Simon? Oui, je me demandais si j'allais en parler ici ou à Noël chez Isidore. J'ai décidé ici. Oh. J'ai une nouvelle de Noël, OK. mais geek. Ben, ou en tout cas. Parce que on a appris avant hier que William Shatner sortait un album de Noël. Ben oui. Oh my god. Ça va s'appeler Shatner Claus. Avec 13 chansons, dont 12 collaborations avec des artistes invités. Entre autres, il va y avoir Jingle Bells avec Henry Rollins. Ben oui. Qui est qui? Parce que moi, je connais pas la musique. Henry là. Rollins, c'est le chanteur de Black Flag, un groupe Ah oui, punk un groupe des années punk. 70-80, qui est devenu aussi qui avait ses projets solo, mais qui est devenu un acteur, entre autres, mais aussi comment on appelle ça? Il fait des monologues, mais c'est pas des monologues, c'est un... Ça ressemble à du stand-up, mais c'est pas drôle. Ouais. C'est pas des c'est- speeches, des motivations? C'est des- du spoken word. Ouais, genre. spoken Ouais. word. Fait que, il y a lui. Il y a aussi Ian Anderson, le chanteur de Jethro Tull, si vous aimez le prog, qui va faire Silver Bells avec Shatner. Et il y a Silent Night avec Iggy Pop. Fait que, Iggy Pop? ouais, ça sort à la fin, le 26 octobre, si je me souviens bien. Fait que, tu sais, avec l'Halloween qui s'en vient, on Ben sait ce que oui. ça veut dire. Noël s'en vient aussi. Oui. Donc, ça va sortir. La pochette est très laide. Oui, c'est assez basic, hein? C'est quand même de Ouais, base. ouais, on dirait un montage trouvé sur Google Images, là, mais... Fait que quand tu l'as partagé, cette image-là, je pensais que c'était une vieille pochette de 97, Ouais, comme un c'est album qui avait été réédité, Ouais. mais c'est un nouvel album.
Ouais, c'est un nouvel album. Puis je sais pas, d'habitude, les albums de Shatner, c'est lui qui parle les chansons. C'est ça, il chante pas Il vraiment. chante pas vraiment. Il fait comme réciter comme si c'était des poèmes. Fait que je sais pas si ça va être le cas ici. Peut-être que les artistes invités vont chanter le refrain, puis lui, il fait juste parler le couplet. Fait que ça reste à découvrir. J'imagine que notre ami Étienne Forêt va mettre la main là-dessus. Ouais, probablement. Est-ce que vous allez l'écouter pour Noël chez Isidore? C'est certain. Certain. Ouais. Et c'est pas la première fois que Henry Rollins collabore avec William Shatner. Ah non? Non, ils ont une autre... En fait, c'est un moment donné dans un party. Tu sais, ces personnes-là, que t'es dans un party, tout va bien, puis là, tout le monde jase en buvant une bière. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ah, t'as pas vu ça sur YouTube? Hey, on l'écoute! » Puis là, t'es comme... Ah. Puis là, ça brise le mood, puis le rythme du party. Il starte une vidéo qui dure 17 minutes. Ouais, oui. Ben, bref. Ah, c'est que les haïs, ces parties-là. Ben, bref. The Wall! Ben, bref, j'ai dû subir ça, sauf que finalement, c'était tordant et c'est Henry Rollins qui raconte que William Shatner l'a invité pour collaborer sur un projet artistique, musical. Ouais. Et c'est lui qui raconte toute son expérience. Ça dure 17 minutes, mais pour vrai, allez écouter ça, c'est vraiment fucking tordant. Puis Henry Rollins, c'est vraiment un bon raconteur. Ouais. Il est excellent, là, tu sais. Fait que je me rappelle pas c'était pour quel album, par exemple. Mais tu sais, il a sorti quelques albums. Shatner, musicaux, oui, ça. pas mal. C'est super dull. Ouais. Ouais. Ben, c'est le fun d'aller voir les vidéos de lui qui fait live à des émissions de TV. Ah, c'est Ouais. Dans les spécial. années 70, 80, là. Puis le monde, le public applaudit, tu sais, Ouais. à des endroits étranges. Mais j'imagine c'est parce qu'il y avait le signe qui disait applaudissez, Ouais. parce que Ouais, c'est ouais. vraiment bizarre. Mais, Ah, Shatner. Ouais. Il y a le casting du Père Noël maintenant, par contre. Ouais, ben, Ça, on doit lui donner. Ouais, on va lui donner ça. Ben, merci, Simon. Moi, Si on a quelque chose à donner à Shatner, c'est ça. Ben, il a comme compris qu'il était un personnage surdimensionné, puis à un moment donné, je pense qu'il l'a assumé. Là. Ouais, c'est mieux de même. Il a légèrement mis de côté son ego, mais il paraît que c'est vraiment une marde comme être humain. Tous Hey, mais les acteurs qui parlent de Shatner ou qui ont joué dans Star Trek, que ce soit l'Original Series ou les autres séries, Ouais. parlent de Shatner comme étant un trou du cul monumental. Allez écouter justement, c'est un genre de spoken word de Will Wheaton, l'acteur qui jouait Will Crusher dans Star Trek TNG. Il raconte sa première rencontre avec William Shatner. Et rappelez-vous qu'à l'époque, il était un jeune adolescent, donc début de l'adolescence, et il se fait détruire par William Shatner, une marde cosmique. Ah, peut-être que, tu sais, peut-être qu'il fait un album de Noël pour se rapprocher d'une humanité quelconque. Peut-être. Faut lui donner. Ça fait longtemps quand même, ça fait plus de 25 ans. C'est un vieux monsieur. Ben oui, c'est un vieux monsieur. Moi, j'ai une nouvelle de Deadline. C'est une suite à toute l'espèce de polémique qu'il y a eu autour de la réalisation éventuelle de Guardian of the Galaxy 3. Vous le savez, James Gunn a été mis à pied par Disney. Hein? Oui, ça fait longtemps. J'étais même pas là, vous en parliez durant mon mois d'absence. Et il y a eu une rencontre entre Disney et James Gunn récemment. Finalement, ça n'a pas porté fruit. Il ne retournera pas à la barre du film qu'il a d'ailleurs scénarisé. Et là, c'est Deadline qui rapporte que l'équipe qui était assemblée à Atlanta pour la pré-production du long-métrage a été dissoute. Donc, on met une pause sur la production de Guardian of the Galaxy 3, le temps qu'on trouve un nouveau réalisateur et que on réajuste le tir pour la production du film, qui sera le troisième finalement de cette franchise-là. Ce qui est vraiment encore étrange, c'est que là, on ne sait pas s'ils vont garder le scénario écrit par James Gunn. Il avait dit que oui. Je crois que oui. Il me semble que c'était ça. Mais ça reste à confirmer. Sûrement qu'ils vont leur toucher un peu, mais je pense que l'histoire de base va être son scénario. Mais est-ce qu'on va dans le même style? Parce que c'est quand même c'est la marque de commerce de cette franchise-là, de Guardian, c'est celle de James Gunn. Moi, ça me fait penser à Ant-Man quand c'est sorti. Tu reconnaissais la marque de Edgar Wright, même si c'est pas lui qui l'a réalisé. Hein. Ouais. Mais aussi, il y a une nouvelle comme quoi... je vais maganer son nom, là. Taiki Waititi... Taika Waititi. Oui, bravo. A rencontré Marvel pour un autre projet. Fait que, peut-être... Oui, c'est lui. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé le dernier Thor. Le ton est peut-être similaire. Fait que, ça pourrait. Même le film le fait. Le troisième Thor Ragnarok fait un grand lien avec l'univers cosmique de Marvel. Donc, on est dans les mêmes zones. Ça serait très logique. Je pense que si j'étais Disney... mon choix s'arrêterait probablement sur ce... il est habitué de travailler avec Disney, il l'a fait, Marvel Studios. Il y a la touche pour aller
je pense, s'accaparer les personnages et l'univers de Guardians of the Galaxy 3. Et en plus, les gens l'aiment parce que ça a été un grand succès. Je pense que même au niveau juste des acteurs, ça serait un genre de gars qui ferait comme « Ok, il a de l'air fucking cool, lui. » Parce que on le sait, c'est super surprenant. Thor Ragnarok, c'est 80% de ce qu'on voit, c'est de l'improvisation. Et ça paraît des fois parce que, regardez les takes, là, on voit des acteurs rire. Fait de rire, ouais. Ce qui est très rare, là, d'un rire qui est vrai et authentique. Puis Chris Pratt, quand il faisait Parks and Rec, c'était reconnu pour un gars qui improvisait non-stop. Fait que c'est sûr que... Puis même, je pense que ça pourrait être un peu la rédemption du personnage de Star-Lord, parce que les dernières apparitions, on l'a vu, bizarrement, étaient moins attachantes dans le premier film. C'est sûr. Et en même temps, je pense que, juste pour ramener un certain élan de popularité autour de Guardians of the Galaxy 3, ça serait un bon choix comme réalisateur. D'ailleurs, on parlait de personnages. Le reste à voir s'ils vont remplacer Drax, parce que Dave Bautista, depuis cette polémique-là, ou cette fausse polémique, c'est à vous de voir, a dit qu'il ne veut pas retourner à la production si on n'est pas pour réengager James Gunn. En fait, correction, il a dit qu'il ne veut pas retourner à la production s'il n'utilisait pas le script de James Gunn. Ah bon, ok, merci. Donc, possibilité qu'il soit là de toute manière. Donc, un très bon choix. Moi, j'aimerais bien que ça soit... Tu sais, je connais pas Taika Waititi, mais tu sais, j'imagine, ce gars-là a vraiment de l'air awesome. Tu sais, ça serait le genre... Ça serait le genre à inviter James Gunn sur le set sans que Disney le sache. Viens voir, man, qu'est-ce que t'en penses, là? Je trouve ça quand même plate pour ce gars-là. James Gunn, c'est dégueulasse, puis c'est surtout l'incohérence. C'est que tu commences à spotter pourquoi il s'est fait mettre dehors, puis tout le monde devrait se faire mettre dehors. Écoute, je veux dire, Robert Downey Jr., Chris, il a fait de la prison puis de la drogue. Regarde le show qu'on fait en ce moment. Je suis sûr que si tu retournes en arrière, on peut trouver des affaires qu'on a dites qui sont complètement ridicules. Même pas 5 minutes. Mais au moins, je pense que c'est plus logique d'arrêter la production que de faire d'arriver à la date de prévue. Non, c'est normal. Souvent, ça donne de la merde. C'est ça. Tant mieux s'ils prennent leur temps. De un, t'as une équipe de production, le crew, la distribution qui va être rushée. Il y a vraiment des choses à réévaluer parce que qu'importe qui est le réalisateur, il faut qu'il s'approprie le matériel. Il faut qu'il s'approprie aussi tous les éléments de la franchise. Donc, ça prend un certain temps. Tu peux pas te garrocher là-dedans. Puis, souvent, ça se reflète d'ailleurs sur la production. Il y a un truc que je voulais dire. Ah oui, c'est à toi, Jake. C'est à toi, mon beau Jake. Ouais. Jake, t'as pas rencontré quelqu'un... Ta blonde a rencontré quelqu'un qui connaissait les mystérieux? C'est pas trop clair. Tu m'as conté ça samedi, mais je sais pas c'est quoi la... On était chaud. Oui, on était... J'ai raconté plein d'affaires. Oui, on a dit bien des choses. On était chaud, on a écouté Crisis Young. Oui. J'ai capoté. Je t'ai battu à Dr. Mario. Tu m'as battu, t'as sauvé mon cancer. Simon a battu tout le monde à Dr. Mario. T'as battu Dr. Mario, on parle du jeu Nintendo classique, là. Oui, on parle pas d'une personne qui s'appelle Dr. Mario. Je l'ai battu dans une ruelle. Ouais, c'est ça, c'est la fondation Dr. Mario qui vient en aide aux itinérants chaque année. Simon est allé péter. Je crois que c'était le niveau le plus élevé. 20? Ben oui, mais c'est parce que une fois que tu as passé le 20, ça continue. Okay. Mais officiellement, le dernier niveau que tu as accès, c'est 20. Je pensais pas que c'était possible. Moi, je pensais que c'était une blague. Quand je jouais à Dr. Mario et je voyais les hauts niveaux, c'était que tu rentres, c'est juste des bébites là, dans une petite bouteille. Je pensais que c'était une blague. Faut pas que tu fasses de gaffe au début, puis après ça va. Ton esprit est fascinant. OK. Voulez-vous une nouvelle ou une nouvelle expérimentale? Bon, salues-tu la personne qui a salué ta blonde? C'est pour ça que je sais pas son nom. Ah, bon, on va le saluer. C'est un fan des mystérieux. Écoute... Ça te donne quand même des points auprès de ta copine quand ça arrive. Pas vraiment, c'est surprenant. Même que je pense que ça la gosse un petit peu. Ça la gosse que son chum soit reconnu pour son travail. Moi, je check puis je suis comme ton chum, c'est une vedette. Puis elle se vire les gens à l'envers, ben juste comme bas. C'est comme la fois qu'elle était venue au Comic-Con. Elle était comme j'espère que je vais pas croiser quelqu'un que je connais. Puis je suis comme mon Dieu, tabarnak. Parce que toi, ça t'arrive tout le temps. Je me souviens, une fois, t'étais en date, puis il y a des gens qui avant la 500e des mystérieux, je pense. Ça, j'avais de l'air cool. Là. Ça, c'est nice en crise. Ça, là, je parle aux auditeurs, là, faites-moi tout le temps. Sérieux, là, si vous me voyez qu'une fille, là... faites-moi-la moi aussi, si ça arrive. Ben oui. Ben c'est ça. Pourquoi tu doutes? Faites-le à tout le monde. C'est ça. Non, mais cette fois-là, à l'aise. ça avait été parfait. Là. C'était comme, j'avais de l'air d'un big shot.
Mais bon. Ouais. Fait que voulez-vous que j'essaye une nouvelle expérimentale? Je sais pas, là. Oui, je vais avoir besoin de vous. On est rendu là. Ok, On va-tu essaye. perdre notre film de Marvel dans Ok. d'ici une couple d'années si t'as fait cette blague-là? Ou... Non. C'est j'essaye de quoi, ok? Je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai besoin que vous fassiez. Ok. Puis après ça, on va le faire. Puis à la fin, ok, faites, tu sais, reculez-vous un peu des micros de même. Là. Ouais. Ok, puis faites un espèce de thème comme, tu sais, des nouvelles. Là. Genre... Ok. Tu veux qu'on fasse ça là? Ouais, tu sais. Plus Plus dedans. OK. Mais non, mais il faut que vous continuez. Continue. Ah, c'est tout le long. Oui, c'est ça, tout le long de ma nouvelle. OK, bienvenue tout le monde au la petite courbe de Jake. Kevin Smith a perdu du poids. Shashinka, c'est bon, reste cinéma beau bien. True Detective Non, c'est saison gossant. 3, ça a l'air C'est malade. gossant, là. Cyberpunk 2117, démo est sorti. Continuez. C'est fini. Et Sinking City, cinématique trailer, mais ça sort juste dans un an. OK. Si tu viens juste de débarrasser Là, à toutes les la nouvelles fin- que t'avais. Mais là, On n'a n'a rien écouté. On n'a rien écouté ce que tu disais. C'était Ah, c'est mental. Ça doit être C'est parce que- gossant. Mais non, mais c'est parce que j'ai noté plein d'affaires, mais j'avais pas assez de matériel pour développer. Fait que j'ai dit, si, mettons, j'ai dit tout. Mais tu sais, genre... Ah, mais nous, on peut On peut développer. On fait ça depuis 12 ans, développer sur rien. Là. Bon, ben, OK. Je vais vous les redire, si vous me direz si vous avez... Commence par une, puis on fera le tour. Ok, Comme bon, ça, on ben, reviendra à toi après. Kevin Smith, il a perdu du poids. Tant mieux pour lui. Mais ouais, c'est ça. C'est assez incroyable quand même. Mais c'est Avez-vous depuis vu? sa crise cardiaque. là. C'est ça. Là, ça fait 6 mois déjà de ça. Mais le temps va bien vite. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, ça faisait genre 2 mois. Puis c'est assez impressionnant, les photos. Puis là, il se lance dans l'acting parce que, tu sais, il a souvent été devant la caméra, Un petit peu devant aussi. mais très silencieux. Puis là, il fait sa série, le Weed, quelque chose, là. Oui, ça parle-tu de potes, ça? Ouais, mais il Ben paraît ouais. que c'est pas tant. C'est comme, il comparait ça à Clerks, dans le sens Clerks, ça parle pas de dépanneur. C'est juste le setting, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais. Ah, c'est une bonne comparaison quand même. C'est des gars qui travaillent dans un coffee shop qui vendent du weed, mais tu sais, ils ne font pas que parler de weed. Ouais. C'est plus les interactions entre les personnages. Fait que c'est ça. Bon, bravo. Bon. Bravo, Kevin Smith. Oui. Un film très geek maintenant à écouter au cinéma Beaubien, Sachinka, qui est un film québécois et qui est un drame psychologique familial sur une jeune adulte qui veut percer dans l'industrie de la musique underground à Montréal. C'est pas facile. Et sa mère débarque, sa mère qui est d'origine russe, et fout tout en l'air. Donc, Ah oui, j'ai vu la bande-annonce de ça. ben, Ça ce qui est super beau. intéressant, c'est magnifique, c'est super bon, super bien réalisé. Tu dis que Mais l'actrice c'est- principale est bonne aussi. Elle est malade. Quelque chose sur Turcotte, malheureusement, je me rappelle pas de son nom. J'ai rien noté, hein. J'étais comme, bon, je parlerai pas de ça au mystérieux. Mais ce qui est impressionnant, c'est le after credit scene. Y a-tu OK. Nick Fury qui arrive pour la recruter à la fin, c'est ça? Je dirais pas c'est quoi, mais restez jusqu'à C'est la Red fin. Ketchup qui arrive. Ah, ce serait malade. Un univers consensuel. Ouais. True Detective saison 3, le trailer est sorti, je pense, hier ou aujourd'hui. Oui, j'ai noté d'ailleurs une coupe d'affaires là-dessus, moi, mon Jake. Et qu'il y a du monde qui ont de l'espoir. Moi, je suis de ceux Ben, qui moi ont de aussi, l'espoir. Moi aussi, on veut que ça soit Parce bon. que le mais 2, la deuxième saison, on s'entend que c'était ça pas- puisait, comme ils disent. Ben, c'était pas... On sentait que c'était pas complet, en fait. Qu'il y avait C'était toutes les beaucoup pièces. d'idées. C'est ça. Il y a beaucoup de pièces, mais rien qui... Mais tu sais quand même, combien de temps tu penses que c'est sorti, la deuxième saison? Ah, man, ça doit faire genre 4 ans. Ça fait 4 ans que c'est sorti, True Detective 2. Ben oui, j'étais Mais dans déjà, mon en lancement. partant, moi, l'acteur principal, Mahershala Ali, Ouais. qui a joué dans Moonlight et dans Luke Cage, jouait Oui. le vilain principal pendant au moins la moitié de la première saison Ouais, de Luke il Cage. meurt-tu à moitié de True Detective? Je penserais pas, c'est le principal dans Ah, True ok. Detective, à moins qu'on... Mais on va voyager dans le temps, hein? Dans le sens, ça va être sur 3 décennies, je pense. Ah ouais, comme dans Terre humaine. Ouais, genre. Ils font ça? Non, toi. Donc, quand même. Mais moi, j'ai espoir. Ça semble revenir aux sources un peu. Ben, là. tu sais, c'est qu'en fait, on a un trailer qui dit pas grand-chose, à part un ton. Moi, je réalise de plus en plus que ce que je pense que j'ai aimé de la première saison, c'est pas nécessairement la prémisse, mais le personnage de Russell Cole et la réalisation de Carrie Joy Fukushima. Fukunaga. Calmement, le gars. Fukunaga. Fait qu'on verra. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça que ce soit bon, c'est sûr. Sauf que
On sait pas. La 2 elle a tellement été décevante. Là, que... Et c'est parce que tu comprenais avec la 2 que, en fait, le Pizzolato, qui est l'auteur de la première qui est saison... aussi un romancier de polar. Ouais, tu sais, il a touché de quoi, mais avec la 2, on se demande si c'était un coup de luck. T'sais, Mais la 2, il a pas scénarisé tous les épisodes, contrairement à la première saison. Fait que ça paraît aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont tellement voulu faire différent de la première saison qu'ils se sont perdus en chemin. En même temps, la première saison de True Detective, c'est Lightning in the Bottle. Ouais. Quand tu fais dans du Lovecraft, C'est mais qui n'est ça. pas du Lovecraft, à notre époque, c'est quand même toute une prouesse. Puis c'était quand même très bien écrit. Si vous n'étiez pas au courant de ces codes-là, t'arrives au dernier épisode de True Detective, tu fais comme « What the fuck? C'est drôle, Simon, parce que, tu sais, quand j'étais chez vous samedi... Ouais. On j'étais là, moi aussi. Oui. On jasait de jeux vidéo. Puis là, un moment donné, j'ai le trailer de Sinking City. Puis t'as tellement réagi fort. T'as fait, ouais, c'est malade. Puis c'est aujourd'hui que j'ai catché que tu me niaisais. Puis j'ai fait, je vais en reparler tantôt. Simon et Chris, il a de l'air à triper. Je sais pas pourquoi. C'est du Lovecraft. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. Super bon, Lovecraft, non? Il a fait plein de choses. L'horreur Oui. cosmique. Ouais. Fait que il y a un trailer cinématique qui est sorti la semaine dernière de Sinking City, le prochain jeu de promènes. Frogware. Ouais. Tu te promènes, c'est ça, c'est un gameplay trailer. Hein? Oui, là, il y a le gameplay trailer, mais le cinematic trailer, il est hallucinant. Gameplay trailer, il a l'air correct, mais le jeu, il est loin d'être fini. Là. Il va sortir dans un an. Là. Puis c'est un open world, fait que il y a du ben gros du polish à faire. Puis tu sais, quand tu le marques dans le trailer de gameplay, genre c'est alpha, c'est pas fini, là, ça ressemblera pas à ça. Ouais. Tu sais, je pense qu'ils sortent juste pour montrer de quoi. Peut-être un peu rappeler la prémisse, c'est dans une ville qui est côtière, à moitié ensevelie par l'eau. C'est très H.P. Lovecraftien. Oui. On joue un nouvel arrivant. Je pense qu'on est un détective, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis ça joue en fait sur la prémisse un peu de Dunwich Horror, sa short story où c'est que le monde, ils sont comme mi-poissons. Là. Ouais. Mais le cinematic trailer est vraiment malade et j'aimerais ça voir un film comme ça. Ben, déjà, un bon film basé sur H.P. Lovecraft, c'est assez rare. Ben, Oui. c'est ça. Simon, t'es d'accord? Ah, j'ai beaucoup Reanimator, d'opinions là-dessus. Reanimator, The Thing. Ouais. C'est ça. Dans ces pas ondes-là. mal autour de ça. Bien sûr. Donc, voilà. Et, dans mes deux autres nouvelles que je disais pendant que vous chantiez, puis je pense que c'était cool comme effet. Au début. Bon, c'était cool pour 2 secondes. C'est ça. J'ai écouté Extinction sur Netflix. Fait que faites-le pas. C'est bon, ça. C'est terrible. Il y a de la crap sur Puis Netflix. c'est Ils ont de la drôle. misère avec leur film. Puis c'est intense parce que tout est là. Genre, les acteurs sont super bons. Ouais, c'est le dude dans Ant-Man, Ant-Man. justement, qui fait l'espèce de sidekick qui raconte des histoires super vite puis qui est excellent. Michael c'est Pena. notre chick qu'on aime, là, Liz Campbell, c'est pas ça son nom, Kaplan. Lizzie Kaplan, qui jouait dans Cloverfield, le premier. Fait que la direction photo est super belle. Les acteurs sont super bons. C'est cheap as fuck. C'est le gars qui entrevoit ou il y a une perception d'une invasion extraterrestre qui s'en vient. C'est ça? OK, fait que c'est un high concept movie, c'est-à-dire que tout tourne autour d'une idée qui est malheureusement pas vraiment disable, si vous voulez apprécier le film. Mais en gros, juste qu'on voit dans le trailer, c'est un dude qui a des espèces de flashbacks ou des visions de l'apocalypse. Puis ça se passe dans un futur assez proche. Et que là, ça arrive. Puis là, il fait « Oh, comme dans mes visions! » Ah, puis là, ça va être le seul qui peut régler ça. Ouais, mais c'est ça qui est fucked up, c'est que si tu lis le scénario sur papier, je suis sûr que c'est fucking brillant, puis tu fais comme wow, parce que c'est, sans dire qu'est-ce qui arrive, c'est vraiment du high concept. Mais ici, on parle de une réalisation, là, on dirait... Convenu? Réalisation convenue? Ça fait très cheap, vieille télé. Donc, aucune audace, aucune saveur, c'est fade. Les acteurs, les dialogues, c'est de la grosse exposition. Genre, il y a un personnage à un moment donné qui dit je sais pas si je suis capable de tuer. Puis l'autre personnage qui dit t'es plus fort que tu penses. Mais c'est flat, tu sais, c'est
il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun build-up. Il se passe des affaires incroyables là, pendant la scène de destruction, puis on dirait que tout le monde est sur le neutre. Il y a Luke Cage qui joue là-dedans. Il fait un personnage extrêmement flat, extrêmement boring. Et c'est le réalisateur de Iron Fist qui a fait cette ça fait penser un peu à ce genre de... C'est un film, c'est pas une série, mais ça fait très télésérie cheap. Donc, malheureusement, mais ce qui est le fun, par exemple, c'est le concept. Fait que, tu sais, à un moment donné, on voulait l'arrêter parce qu'on était comme, OK, on n'arrête pas de chialer. Mais Chris, je voulais savoir pareil, c'était quoi? Parce que le concept, il est vraiment le fun. Mais malheureusement, c'est un genre de film que c'est plus le fun d'en parler que de l'écouter. Et ma dernière nouvelle qui est Cyberpunk 2077. Oui, on a eu un trailer. Bande-annonce de gameplay de 1 heure presque, c'est 40 quelques minutes, je crois. Exact, que je vais écouter tantôt, mais moi j'avais suivi toutes les réactions de ce jeu-là au E3, même s'il avait juste montré un petit cinématique trailer. Là, c'est 45 minutes de gameplay. Non-stop. J'ai juste hâte de jouer à ça. Je suis rendu à moitié, je l'ai écouté un peu avant de commencer l'émission, puis j'étais sur le cul. Là. Quand t'es arrivé, j'étais à peu près à la moitié. J'étais assez impressionné. Je crois que l'objectif, puis il mentionne dans la bande-annonce, c'est que ça soit seamless, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun temps de téléchargement. Il y a une partie où j'ai vu des objets se matérialiser, mais en même temps, c'est en développement. Mais l'idée, c'est génial. Ça a l'air vraiment proche de ce qui est la base, l'inspiration du jeu vidéo, donc un jeu de rôle RPG qui était en papier, pen and paper, là, comme ils disent, là, à la Donjon et Dragon. Puis le créateur collabore avec l'équipe, il est sûr. Et si vous êtes familier par rapport à l'univers de Cyberpunk, il y a des clins d'œil pour les gens qui ont joué au jeu de papier, en espérant qu'éventuellement, peut-être que ça ramènerait l'intérêt vers le jeu, puis qu'on puisse le rééditer. Ce serait le fun, ça aussi. Mais ça a l'air d'être une réussite. C'est la gang qui a travaillé sur The Witcher, donc un studio qui est renommé pour faire des jeux excellents. Donc, c'est beaucoup de promesses pour ce jeu-là. Toi qui tripes sur Judge Dredd de ce temps-ci, ça ressemble à c'est Mega City One, là, dans l'univers de Judge Dredd. Je pense qu'on va y trouver notre compte. Pour vrai, là, ça a l'air brillant. Ouais, super cool. T'avais fini, mon petit Jake? Oui. T'as-tu un jingle de fermeture? Merci, Jake. Moi, j'ai une petite nouvelle pour les amateurs. J'ai aimé la fin. Tu l'as aimé la fin, t'as pas pire. J'ai une petite nouvelle pour les gens qui sont amateurs de BD et de propriétaires de Nintendo Switch. Il y a une nouvelle application qui va sortir en novembre prochain pour la Nintendo Switch. Ça s'appelle Inky Pen. Donc, ça va servir à lire des comic books, de la bande dessinée directement sur l'espèce de grosse manette, voire tablette de la Switch. Je sais pas s'il y a un nom pour cette affaire-là particulièrement. Toute une Switch, Simon. Est-ce qu'il y a un nom pour cette affaire? Le gros controller. On sait pas. Un jeu à la Switch, là, fait que je suis pas trop gros. Donc, ce contrôleur-là va vous permettre de lire de la bande dessinée. Dès le lancement de l'application en novembre, vous avez droit à un catalogue de 10 000 titres. Donc, des titres qui sont tirés chez IDW, Dynamite, Valiant, un truc qui s'appelle Andrews McMill et les Humanoïdes Associés, qui est un éditeur qui est français. Malheureusement, les titres seront exclusivement en anglais. Éventuellement, peut-être si l'application a du succès, on va amener d'autres langues, donc le français. À sa sortie, ça va être disponible au Canada et au Mexique, aux États-Unis, en Russie et en Afrique, quelques endroits aussi en Europe. L'application, c'est quand même 7,99 par mois. Par contre, ce qui est quand même assez dispendieux, par contre, les 10 000 titres sont disponibles. Vous n'avez pas besoin de dépenser pour un titre en particulier. Donc, c'est pas Comixology. Ce que vous avez, c'est un catalogue de 10 000 qui est disponible. Moi, à date, à part IDW et peut-être les Humanoïdes Associés, je suis pas full excité parce que Dynamite et Valiant fait. Donc, pour 7,99, je trouve ça quand même assez dispendieux, mais l'idée est intéressante. Mais à ma connaissance, l'application ne sera que disponible sur la Switch, Nintendo Switch. D'après vous autres, là, mettons, là, t'as tout. OK? Fait que là, t'as Netflix, t'as Crave, t'as Amazon Prime, t'as Switcheroo Comic Book, t'as toutes ces affaires-là, Shudder. Ça revient à combien par mois? Ben, on peut le calculer. Amazon Prime, c'est 80 par année. Donc, c'est pas à peu près, c'est ça? Pour l'année au complet. Là, c'est rendu combien Netflix, là? Moi, je ne sais plus. Là, je pense que c'est 13,99. Moi, je suis plus bas que ça parce que je suis un early adapter. Je pense que c'est 11 pour moi. 11,99. Allons-y pour 12. On va faire un chiffron. Là. 12. Compte de mes parents. Crave, c'est un peu la même chose. Disons 12 juste pour faire un chiffron. 12.
Là, il faudrait Shudder, c'est 6 $. Ouais, c'est 7,99. Ah, pense ouais, aussi. ok. Puis c'était ça. Tout point TV, Crackle. c'est genre 8 $, 9 $. Qui achète? Ouais, qui paye pour Extra? Toi? Ouais. Toi, tu payes de l'extra pour tout point TV. T'es la seule personne que je connais. Hein? Bon, Qui? ben, Il doit en avoir d'autres. J'ose espérer, Chris. Qu'est-ce que je viens de dire? Crackle, on l'a-tu dit? Crave, ouais, Crave. Non, mais Ah, l'affaire Crackle, de... c'est gratuit. c'est animé japonais, là. Ouais, ça, c'est Omni... quelque chose Rose, là. Crunchyroll. Crunchyroll. Hey boy, mais là, je peux pas faire... Je pourrais un calcul, là. Ouais, c'est ça. Fait que Ben, tu sais, c'est pas... ça, mettons, tu prends juste 3... Disons, là, on prend 3 services de stream en continu, là. C'est, disons, à peu près 36 $, ce qui est déjà moins que le câble. Mais là, considérez que vous devez avoir besoin d'une connexion Internet quasi limitée. Ouais. Ouais. Ce que nous autres, on a à la maison, d'ailleurs, parce que sinon, on le bustait constamment. Là. Ouais, T'sais, juste en termes de streaming, là. Ça coûte cher, hein. C'est dans les 130 piastres à peu près. Là. Ouais. Donc, ouais, ça revient cher, Mais c'est quand même pas si pire. Oui, non, c'est moins cher pour l'instant. Ben, T'sais, parce que tu peux faire un choix. C'est ça. Tu sais, évidemment, là, c'est hypothétique. Là. Quelqu'un Ouais. qui veut tout ça, je veux dire, il faut qu'il soit craqué. Là. Mais normalement, les gens vont peut-être en choisir 2 ou 3. OK, c'est moins pire. Je pensais C'est que ça pas allait si arriver genre à 100$ par mois. Là. Puis là, je suis comme... Mais tu penses Ben, pas de faire, souvent- par exemple. Ouais, c'est ça. Tu rajoutes Spotify, puis Ouais. toutes les apps de comic book, puis Ouais. il y en a tellement d'autres services de streaming qu'on n'entend pas parler. C'est sûr Là, que ça devient cher. T'as le service aussi de Disney qui éventuellement va voir le jour aux États-Unis et, on s'imagine, au Canada. Ouais. T'as le service de DC Comics, DC Universe, qui va le lancer prochainement. Ouais. Donc, tu commences à combiner. C'est ça, hein? Tu vas choisir ce que tu veux. Mais en même temps, tu n'auras pas 10 000 autres postes dont tu t'en sacs puis pour lesquels tu payes. Tu sais, je donne un exemple. Si tu t'abonnes à Historia parce que tu n'as pas le choix, parce que ça fait partie d'un package. Et je crois aujourd'hui que les lois ont changé. Là. Tu peux y aller plus à la carte. Ça devient plus avantageux pour moi pour Internet. Mais oui, c'est dans la manière que tu consommes ton contenu. Moi, aller à la télévision, utiliser la télévision comme on l'utilisait il y a même pas 5 ans, c'est pas avantageux pour moi. C'est un mode de consommation différent. Moi, j'ai un petit... Ouais, c'est ça. Donc, c'était 7,99 à partir du mois de novembre pour l'application qui s'appelle Inky Pen. Autre chose, quelqu'un qui... Ben, vu que tu t'as sauté mon tour. Ah, j'ai pas je vais y remarqué. aller. Je pensais que tu l'avais fait. excuse-moi. Non. Juste des mini-critiques de films que j'ai regardés. Des films random, pas mal, mais j'ai commencé parce que Halloween s'en vient, fait que j'écoute un peu des films d'horreur. Déjà des cheap. décorations en vente dans Oui, les magasins. j'en doute pas. J'ai écouté un film de 87 qui s'appelle The Majorettes, un film, un slasher des années 80 qui a l'air bien ordinaire, mais quand tu l'écoutes, à un moment donné, le film prend une tangente différente et ça devient un action thriller. Parce que c'est ça, au début, c'est comme un gars dans un costume de militaire qui tue des majorettes. Mais à un moment donné, il y a comme des moteurs qui embarquent là-dedans. Et t'as le quarterback qui décide de venger comme la mort de son ami avec une mitraillette, puis il est en chest, puis il tire sur les moteurs. C'est spécial. Juste pour la surprise de ça, je le recommande. Parce que tu t'attends pas à ce que le film devienne plus intéressant. Ça. C'est un des films que tu as commandé récemment, non? Ça fait un bout que je l'ai. Mais c'est écrit et produit par John A. Russo, qui a écrit Night of the Living Dead, mais qui a aussi écrit Santa Claus, le film de tueur en série en Père Noël. Et c'est réalisé par S. William Hinzman, qui est le premier zombie dans Night of the Living Dead. Donc, ah ouais. Puis il y a des acteurs et plein de monde qui ont fait ce film-là qui viennent du film Night of the Living Dead. Quelle année t'as dit? 87. Ouais. C'est comme 20 ans plus tard. Quand même. Mais c'est ça. Et ce qui me fait rire, c'est qu'au début, t'as le générique, puis là, ça marque « Based on a novel by John A. Russo ». Fait qu'il l'a produit et écrit, mais il avait aussi fait un roman. Un roman avant. Ouais. Un autre film que j'ai écouté qui s'appelle Fast Guns, Fast Gun, de 88 par Sirio H. Santiago, un réalisateur des Philippines qui a fait énormément de crap, dont une bonne partie avec Roger Corman. Et là, c'est l'histoire, en gros, c'est comme c'est l'armée qui vend qui laisse des terroristes voler des armes aux bases militaires. Parce qu'il y a des dirigeants dans l'armée qui sont croches. Et là, il y a un shérif d'une ville qui essaie d'arrêter ça. Mais sa particularité à ce shérif-là, c'est qu'il tire vite.
OK. Ah, oui. Et il y a une scène au début, comme la première fois tu le vois, il y a une poursuite, et là, à un moment donné, il tire 3 coups sur un hélicoptère, et l'hélicoptère explose. Comme il se doit. Ouais, c'est ça. Et là, tu as une scène après où il se fait féliciter pour avoir fait ce move-là, et il se fait donner une promotion. Mais à mesure que le film avance, il y a des gens qui veulent s'en prendre à lui, et à un moment donné, il se fait péter les mains. Et ils lui mettent de l'alcool dans la gueule pendant qu'il est en train de souffrir. Fait que là, comme la ville et les dirigeants qui sont évidemment des crosseurs veulent le mettre dehors parce qu'il est sous. Et bon, en tout cas. Ils le mettent dehors. Non, c'est qu'il démissionne. Mais en démissionnant, il peut devenir un vigilante. Et se mettre en bédaine et tirer sur les méchants. Et à la fin, il refait son move de tirer 3 coups sur un moyen de transport volant. Et dans ce cas-ci, c'est un avion. Et l'avion explose. Et là, il fait rouler son gun. Il rentre dans son holster. Puis là, gros plan sur le gun. Puis le fade out. J'ai trouvé ça insane comme fin. La fin, c'est ça. Oui, c'est lui en chest qui arrive là, sur une piste d'atterrissage. Là, il lève son gun. Là, c'est 3 coups. L'avion explose. Fin. C'était magnifique. Puis on parle de quel genre d'avion? Un Cessna ou un petit avion? Là. Ouais, moyen. Un petit peu plus gros qu'un Cessna. Okay. Fait que, ouais. Fait que ça se prend le sérieux. film, en tant que tel, il est un peu lent. Là, ça a l'air awesome, la façon dont j'en parle. Ouais. Mais il est un peu lent, mais pour certaines pauses, ça vaut la peine. Sinon, j'ai écouté Zombie 4, After Death. Film de 89, réalisé par Claudio Fragasso, qui a réalisé Troll 2. Écrit par lui et sa femme qui ont écrit Troll 2. Oh, mon Dieu. Bon, c'est un prêtre vaudou. Je pense que j'en ai déjà parlé au show quand que oui. Blu-ray est sorti. C'est un prêtre vaudou qui veut venger la mort de sa fille parce que il y a des scientifiques qui ont fait des tests sur elle pour trouver une cure au cancer, mais finalement, elle est morte. Fait que là, il décide de libérer un sort où les morts reviennent à la vie et ils s'en prennent aux vivants. Et les morts sont un peu des ninjas en même temps. Parce que why not? Parce qu'ils ont comme des costumes un peu de ninja. Et ils sont... Tu sais, les zombies, d'habitude, en tout cas, le gros classique, c'est que ça marche tranquillement vers ça. Puis là, ça tue. Mais là-dedans, c'est un peu mélangé. Ils peuvent courir vite, ils peuvent se cacher à des endroits. Puis à un moment donné, il y en a un qui... il y a un gars dans les héros qui se fait mordre et qui, là, il est sur un lit d'hôpital. Et en se réveillant, il a encore son gun sur lui. Puis là, il se met à shotter les héros. C'est magnifique. Mais il y a un de mes amis qui me dit, quand j'ai montré la bande-annonce, je me dis, hey, on devrait écouter ça un moment donné. Puis il a dit, bon, mais on l'a déjà vu. Puis j'étais là, non. Puis là, je l'ai écouté. Puis honnêtement, je me souvenais de la musique, parce que c'est tout le temps le même thème qui revient, puis c'était gossant. Mais je l'ai déjà vu, mais je m'en souviens aucunement. Mais ça, c'est fucké, parce que toi, tu te souviens de tout. Ouais, mais d'après moi, ce film-là, il est facilement oubliable, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que ce que je vous ai dit. Ouais. Peut-être que dans 5 ans, si je suis encore dans les mystérieux étonnants, je vais faire une chronique sur les sorties 8K. La sortie hologramme. Ouais, puis je vais vous dire, hey, il y a Zombie 4 qui sort. Je vais peut-être le commander, je l'ai jamais vu. Ouais. Puis finalement, je vais l'avoir déjà vu. Fait que c'est ça. Et un dernier qui s'appelle Moon in Scorpio, 87. Je l'ai écouté version française parce que c'était mon VHS et c'est un film vraiment focal avec une temporalité qui fait aucun sens, mais le montage, il y a des affaires, en tout cas je peux pas trop me perdre là. Mais c'est un slasher sur un bateau. Okay. Mais là je parle d'un bateau, un genre de voilier à 6 places là. Il y a 6 personnes sur le bateau, dont un couple de nouveaux mariés qui hey on se marie. Puis là, notre lune de miel, c'est « Hey, on va aller passer 2 semaines sur un bateau avec mes amis. » Ouais. Et c'est des étrangers aussi. Ses amis, c'est des vétérans du Vietnam. Fait que, puis le héros, qui est... en fait, c'est pas vraiment le héros, mais le mari a des flashbacks du Vietnam parce qu'à un moment donné, il est tombé dans l'eau. Puis là, il y a comme un cadavre qui a sauté dessus. Fait que là, à chaque fois qu'il voit de l'eau, il a peur. Fait que tu sais, c'est une bonne idée d'aller en bateau, une lune de miel sur un bateau. Ouais. Mais en plus, sur le bateau, il y a un tueur en série
qui tue avec un espèce de crochet avec des pics, là. En tout cas, c'est lettre, là. Tu comprends? Ben, en fait, il poignarde dans le dos, puis après, il coupe la gorge avec cette affaire-là. Fait que cette affaire-là, ça sert pas à grand-chose, dans le fond. Puis, c'est ça. C'est drôle parce qu'il y a une personne qui meurt, puis là, tout le monde est comme « Ah, tu sais, elle disparaît du bateau, mettons. » Puis là, ils comprennent rien. Mais c'est pas grave, ils vont jouer aux cartes, puis ils se poseront pas trop de questions. Là, tu te retournes au port, puis t'avertis les gardes-côtes, tu fais quelque chose. Là-dedans, ça marche pas de même. Puis c'est ça. Finalement, à un moment donné, le film finit, puis je fais comme « Ah, OK. » je veux dire, même si je vous racontais la fin, ça vaut pas la peine. C'est juste que ça finit, tu fais « Ah, hein? OK. » Fait que c'est ça. C'est quoi le film avec le chat sur le bateau? Le clandestin. Ah, ça c'est malade. Je veux le réécouter. C'est le chat qui a le cancer qui est à l'intérieur d'un autre chat. Qui est aussi un genre de chat. Ouais. Parce qu'il y a 2 chats. C'est un chat d'un chat. Ouais. Un, c'est une espèce de tumeur qui est devenue une entité qui habite le premier chat. Ouais. Qui s'en prend des gens sur C'est malade ce film-là. C'est fucking insane pour vrai. C'est génial. Faut qu'on réécoute ça bientôt. Oui. Ouais. On pourrait faire un film, un épisode douteux là-dessus. Là. Ouais. Ah, dans Moon in Scorpio, il y a une fille qui arrête pas de dire, une des passagères qui dit « Ah oui, mais la lune est en scorpion ce soir. » Puis elle arrête pas de dire ça. Puis là, tu fais « OK, mais pourquoi? Hein? » Puis là, les gens, ils posent des questions, puis elle répond pas. Elle dit « Ah, je vais aller me coucher. » Puis là, finalement, tu sais que c'est elle la tueuse, tu sais, parce qu'ils sont pas forcés. Puis il y a aucune explication pourquoi elle disait « C'est la lune en scorpion. » Les 2 bouts du film que j'ai vus, parce que tu l'écoutais pendant que j'étais à la maison, c'est comme je suis allé voir, et le couple arrive sur le bateau, sont accueillis par l'ami du mari, rentre sur le bateau, et là, t'as la blonde du mari complètement flambant nue. T'imagines une blonde frisée, peau très foncée du bronzage, années 80, comme « Mais là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y en a pas de problème. » C'est une genre d'attitude de marde. Puis là, elle va pas trop sur la sauce. « D'accord, mon capitaine. » Puis là, cale son drink. C'est absolument... Moi, je vais parler d'une séquence, OK? Je me demandais si j'allais en parler, parce que le sujet est un peu rough, mais OK, restez avec moi. D'accord. Il y a un des personnages, qui est un vétéran du Vietnam, il se posait la question « Hey, comment ça va, toi? » Puis là, il dit « pas très bien, ma soeur est morte. » Puis là, les autres posent la question « Hein? Tu niaises? » Non. Elle s'est fait violer, mais elle s'est fait trancher la gorge, et le gars l'a violée après. Puis les gars sont comme « Hein? » Puis là, excusez, je ris, mais après, il dit ouais, mais quand j'ai retrouvé le gars, on a fait la même chose. Oh my God! C'est comme, quoi? Ça veut dire que tu l'as tué puis tu l'as violé? Puis là, après, il dit sont bonnes ces olives, vous en voulez? Puis là, les 2 d'autres se regardent. Puis là, ça finit de même. C'est juste ce scène de dialogue-là, c'est comme... Puis il en reparle jamais. Ça sert à rien, d'abord. Il en reparle jamais. Ça sert à rien. Non. Est-ce que c'est pour l'établir comme étant quelqu'un qui est un badass? J'en ai aucune idée. J'en revenais pas. Ah oui, t'es badass quand tu fais ça. Puis là, juste pour vous dire comment le film est mal monté, après qu'il dise ça, il y a une scène de soir où là, c'est comme des plans suggestifs là, du tueur qui tue quelqu'un sur le bord du quai, blablabla. On revient le jour... Et c'est la suite de cette scène-là. Genre, ils sont habillés pareil. Puis il y a juste un autre personnage qui dit « Ah, je vais aller sur le quai. Hein? » En tout cas. Fait que, c'est comme... Hein? Ah ouais. Ah, c'était magnifique. Okay. Sérieux, c'était pas bon. C'est même dull, mais il y a tellement de questions, tellement de moments what the fuck que j'étais comme « Ah, il faut que je le revoie avec du monde. Parce que c'était magnifique. Merci, Simon. Ouais. Ah, mon Dieu. Oui, ça a l'air vraiment cool. Ah, j'ai écouté Predator aussi. C'était bien cool. C'était bien le fun. Tu l'as-tu écouté parce que Red Letter Media ont fait une critique? Je l'écoutais avant. Pour vrai, moi, ça m'a donné le goût de le réécouter. Moi, j'ai réécouté la critique de Red Letter Media, puis j'étais comme, ce film-là. Ouais. C'est vraiment un bon film. Il n'y a rien d'expliqué. Non. Ou presque. C'est ça. C'est ça que j'aime. Show don't tell. Exactement. Moi, justement, en parlant de Show don't tell, on a vécu, je dis vécu, mais c'est presque une expérience quand même. On a écouté le dernier épisode de Castle Rock, chacun de notre côté. Là, je parle de moi et Jake et moi. Et c'est un des meilleurs épisodes de la franchise. Je pense que c'est un épisode qu'on devrait étudier en classe de scénarisation. Comment structurer un épisode où le personnage principal est finalement notre ancre
Et ce personnage-là, dans ce cas-ci, a la maladie d'Alzheimer. Donc, toute sa temporalité est fucké ben raide. Moi, c'est un des épisodes les plus émouvants que j'ai vus. D'un de cette série-là, mais de toutes les téléséries que j'ai consommées, je pense, dans ma vie. C'est vraiment bien construit. Moi, j'ai été sur le cul en écoutant cet épisode-là. Puis plusieurs fois, en l'écoutant, j'étais comme « Est-ce que c'est malade? » Parce que c'est malade, mais sur beaucoup de niveaux. Là. Scénaristiquement, l'acting de Sissy Spacek, ça n'a pas de bon sens comment elle est hot là-dedans. Tu sais, comme la musique, man, la musique est forte, là, tu sais. Et j'écoutais un petit recap de cet épisode-là, parce que des fois, j'écoute des recaps au cas où j'avais manqué de quoi, parce qu'il y a beaucoup de petits trucs, puis moi, souvent, malheureusement, des séries comme ça, je les écoute soit en dessinant, fait que des fois... T'es pas tout le temps en train de regarder l'écran. C'est ça, des fois, quand il y a des cues juste visuels, ça se peut que je le manque, mais cet épisode-là, j'ai arrêté de travailler, puis j'étais juste comme, devant l'épisode, j'étais comme, Christ, que c'est fort, et malgré ça, même s'il y avait toute mon attention, il y a des trucs que j'ai pas vus, parce que c'est très chargé, mais je vais réécouter l'épisode, c'est sûr. C'est un épisode, malheureusement, qui peut pas se tenir seul. Tu peux pas l'écouter juste. Parce qu'il fait référence à des trucs qui arrivent dans la série, mais presque. Ben, c'est ça que je me suis demandé en l'écoutant, si ils ont planifié cet épisode-là dès le départ, parce qu'ils font tellement allusion à d'autres scènes qui se sont produites dans d'autres épisodes, où on voit tout le temps l'envers du décor d'une scène qu'on a vue auparavant. Ils n'ont pas le choix, je pense qu'ils l'ont planifié depuis le début. Tu peux pas faire un épisode comme ça puis dire m'aller piger un peu à gauche puis à droite. Ça fonctionne tellement bien, ça s'emboîte tellement bien que le reste de la série, de la saison, que puis juste, chapeau, man, c'est vraiment pas bien fait. Puis juste, tu sais, comme quand on parle de à quel niveau c'est hot, il y a un thème récurrent qui vient avec des pièces d'échecs et qui a une symbolique forte autant dans l'univers de Castle Rock que dans la vie de ce personnage-là personnel. Le personnage principal qui est de l'épisode. Puis l'épisode s'appelle The Queen. Puis tu peux le lire à plusieurs niveaux, juste le titre de l'épisode il est hot. Fait que tu sais, non, c'est... Très bon épisode. Ouais. D'ailleurs, t'as trouvé le dernier trade de BPRD que t'avais besoin, le 4? Oui. Tu l'as pogné où? Je l'ai acheté au 1000 Comics, mais dans Westmount. 1 Million Comics. Dans Westmount, c'est là que j'ai acheté aussi la BD Body Count de Kevin Eastman, Simon Bisley. J'ai pas commencé à le lire encore, mais j'ai hâte. Cool. J'ai juste commencé à refeuilleter les 3 autres juste pour me remettre dedans. Là, fait que là, on va parler éventuellement de BPRD. Ah oui, c'est sûr. Là, tu vas continuer après parce que Hell on Earth qui suit après Player of Frog. C'est ça, là. C'est que le Mignon Lovers, là, il est gros. Fait que je pense... Mais ça suit, c'est directement... C'est lié direct. Je sais, mais j'ai peut-être envie d'aller dans Abe Sapien. Ouais. Je vais voir. Mais c'est devenu rapidement une de mes BD préférées, là, BPRD. Donc, peut-être éventuellement, on va parler en bifurcation. J'adorerais ça. Parlant de bifurcation, c'est le podcast des membres payants des Mystérieux Étonnants. On vous rappelle qu'on a un Patreon et on existe grâce à nos auditeurs et nos auditrices. À chaque mois, pour le prix d'un café, vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants sont en mesure de payer leur loyer ici au Studio Lunac et d'exister, de faire des activités finalement, des activités qui vous reviennent. Donc allez sur mystérieuxétonnants.com, en haut à gauche il y a un bouton faire un don, vous cliquez là-dessus, vous pouvez donner pour 1 mois, pour 2 mois, c'est comme vous voulez. Donner pendant un bout, arrêter, recommencer, il y a des gens qui le font. Et ça vous donne accès à un podcast qu'on fait de façon sporadique qui s'appelle Bifurcation. C'est des entrevues, c'est off the cuff. Et là, vous voyez, on en a fait une il y a 2 semaines. Là, on en a une qui va être disponible ce jeudi. Je veux essayer de rendre ça plus régulier parce que je veux que ça vaille la peine. Puis je veux vraiment donner une plus-value, comme on dit en bon anglais, à les gens qui donnent pour le Patreon des Mystérieux Étonnants. Donnez assez, là, puis je vais faire des épisodes sur Scoop. Ah, ça pourrait être cool. Tu devrais commencer par un épisode sur Scoop, puis là, ça va donner le goût aux gens à la maison de donner pour le Patreon. Donc, il y a d'autres façons aussi d'appuyer l'émission. Vous allez sur iTunes, vous laissez une petite critique, un petit 5 étoiles, ça fait qu'on remonte dans les palmarès. Faites-le, s'il vous plaît, ça aiderait beaucoup pour l'émission. Et vous êtes plusieurs à en parler, à partager l'émission directement sur Facebook, sur les médias sociaux. Mais c'est sûr qu'en parlant du podcast, ça fait en sorte qu'on a une plus grande visibilité et qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait depuis presque 13 ans. En janvier, ça va faire 13 ans. Faire des petites... Des quoi? Des petites nouvelles. Donc, merci à tous ceux qui nous appuient de différentes façons comme ça. On prend une pause et on revient dans quelques instants avec la BD de la semaine Mystic You, volume 1, de Alista Kitney et Mike Norton. Restez avec nous.
Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on est de retour. Juste avant de parler de la bande dessinée de la semaine, je vais faire un petit shout-out à notre ami Johan Carl Wissel qui fait partie du collectif Roadkill Superstar avec Anouk Wissel et François Simard. Ils ont créé le film Turbo Kid et récemment Summer of '84 qui était, je pense, projeté à quelques endroits au Québec, mais surtout à Montréal, au Cinéma du Parc. Que j'ai vu au Cinéma du Parc, puis je n'ai même pas parlé au Mystérieux. Ah, c'est vrai. J'ai adoré ça. Oui, j'ai bien aimé moi aussi. J'ai bien aimé. Et là, le film est disponible en VOD aux États-Unis. Il va sortir au Canada demain, le 28 août 2018, donc mardi. Mais juste pour dire que durant le week-end, le film est devenu le numéro 1 de la section Indie sur iTunes et le numéro 2 sur la section horreur de iTunes US, bien sûr, et le numéro 13 overall de tous les titres disponibles sur iTunes durant le week-end. Donc bravo à Johan, Anouk et François. Et je vous le dis aussi pourquoi, parce que c'est nos amis qui sont des personnes full de talent extraordinaires, mais aussi parce que le film sort demain, donc en VOD, mais ici au Canada. Il sera disponible à partir du 28. On vous encourage à faire en sorte que le film monte les palmarès ici. Il y a aussi une sortie physique en forme de DVD wow. qui sort. Génial. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a posté récemment une photo du film en location dans un club Vidéotron. Bon, allons-y d'abord. Moi, je pense que c'est l'acheter justement pour les encourager. Et je pense que j'ai vu, je pense que c'est en Allemagne qu'ils sortent une version Blu-ray et VHS. Ouais. C'est quand même cool. C'est vraiment très cool. On est vraiment content pour eux autres. On va parler aujourd'hui de la bande dessinée Mystic You, volume 1 de Alyssa Whitney et Mike Norton. C'est publié chez DC Comics. C'est drôle, récemment, on parlait de l'univers magique de DC Comics, qui est un univers que j'affectionne particulièrement dans la maison d'édition de DC Comics. Et là, on est un peu dans la même tradition. Je vous résume ça assez rapidement. Il y a une menace quelconque qu'on ne connaît pas vraiment qui a détruit l'humanité. Et tu as Zatanna, une des Magic Welder, ou une de ceux qui fait de la magie dans l'univers des DC Comics, qui est renvoyée dans le temps, d'un passé qui n'a pas eu lieu, dans une université, pensez à Harry Potter, pour essayer de prévenir les événements de cette espèce de menace dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Donc c'est Zatanna dans Harry Potter avec d'autres personnages qui existent dans DC Comics, qui ont des liens avec la magie, qui vivent la vie du collège finalement, de l'université. Et en même temps, il y a cette espèce de subplot ou d'histoire en parallèle. Excusez-moi. Le plotline. Le plotline, c'est parce qu'on parlait de ça avant l'émission. En tout cas, anyway. Il faut la défoncer, la plotline. Non, Jake, fais-moi pas éditer le show. Agressivement, Non, Jake, s'il te plaît. Fais-moi pas éditer le show, là. OK. Donc voilà, c'est ça. Je sais pas comment le dire. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jake? Qu'est-ce que tu rajouterais à ce que je viens de dire? Et des aventures palpitantes qui s'en sortent avec Zatanna et ses amis. Oui. Pour vivre la vie de collège magique. Uh-huh. Et des démons, des tentacules. Uh-huh. Pas beaucoup de noirceur quand même. Non, un petit peu. On est pas vraiment dans Lovecraft ici. T'as pas aimé ça? Non, pas vraiment. Puis tu sais, tout le long, j'étais comme, bon, là, j'ai pas aimé la BD la semaine dernière, faut que je me trouve un angle. Pour pas juste... Parce que c'est dole entendre quelqu'un qui aime pas de quoi parler de quoi. Pendant 30 minutes, on s'en sort. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'essaie de trouver un... Puis j'ai pas réussi. OK. Tout le long, je me disais, tu sais, comme... Peut-être pour... les ados... Mais oui, c'est bien plus pour là, ados. j'ai des questions parce que je pense que Simon aussi a pas full trippé sur la bande dessinée, mais t'as pas haï ça non plus. Je suis très neutre face à cette BD-là. OK. Ouais. Mais étiez-vous familier avec l'univers magique de DC Comics? Parce que si vous connaissez rien sur cet angle-là de DC Comics, c'est sûr que ça aide pas. Ouais. Parce qu'il y a des clins d'œil là-dedans. Puis là, je dis pas que ça fait que la bande dessinée est bonne, mais par exemple, les deux, le Butler et l'autre qui est tout le temps sur son dos, c'est Abel et Kane qui font partie des House of Mysteries puis House of Secrets, qui font partie aussi de l'univers magique de DC Comics. Okay. Donc, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Le badass de l'école, qui est un peu l'homme qui est possédé par un démon, lui, c'est le fils d'un des plus grands magiciens de l'univers de DC Comics. Donc, tout ça, c'est des petits clins d'œil. Si vous êtes familier avec l'univers magique de DC, vous allez trouver votre compte. Je pense que c'était surtout adressé à ces gens-là. Moi, j'ai retrouvé quand même... J'ai eu du fun. Ça m'a fait penser à Gotham Academy. Ouais.
beaucoup, même au niveau du style de dessin, c'est un peu dans la même zone. Mais je pense que c'est une affaire que c'est peut-être pour ça que j'ai pas embarqué, parce que là, avec Gotham Academy, avec Deadly Class, avec tout ce qui est X-Men, puis avec... tu sais, ça fait trop de fois que je lis un truc qui se passe dans un collège qui est spécial, avec des gens qui ont des pouvoirs. Okay. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai pas accroché. Il y avait comme rien de... Pour moi, il n'y avait rien qui sortait du lot qui faisait « Ah, OK, c'est différent des autres. Je me suis dit, je vais écouter Buffy à la place, ou je vais lire du X-Men. Ouais, mais... C'est ça, j'ai pas tant embarqué. Puis aussi, quand tu as dit ces 3 numéros, je me suis dit « Ah, OK, ça va se lire quand même. Ouais, » Finalement, c'était plus long. J'ai rendu compte après qu'il était extrêmement long. 70 pages par numéro. Et ça parle beaucoup, là. On a eu quand même plus verbeux à l'émission. C'était pas si... C'était pas le pire, mais... La semaine passée, c'était très verbeux, là, ce qu'on a lu. Ça se lisait pas rapidement, mettons. Non. Et moi, tu sais, comme l'univers magique de DC, ce que je connais, c'est purement dû à Swamp Thing de Alan Moore, qui a mis en place un peu le Justice League Dark. Et il y a des arches d'histoire dans Swamp Thing qui tournent beaucoup autour de ces personnages-là, dont Zatanna Papa. Oui, le papa de Zatanna. C'est une jeune femme, mais son père est un magicien aussi. Puis, fait que, tu sais, il y avait des visages familiers. J'ai lu, tu sais, aussi Sandman avec, justement, Abel et Kane sont là-dedans. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs que je catchais. Mais le problème que j'ai eu avec la BD, c'est vraiment... c'est même pas genre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est quand même intéressant ce qui se passe. Mais c'est la mise en scène. Quand tu instaures quelque chose et que on dirait que volontairement, une page après, c'est pas grave. C'est arrivé... Ça arrive souvent dans la BD. Ça arrive souvent que, tu sais, gros reveal, super intense, puis tu sais, tu tournes la page vite, là, puis là, ah, non, tout est réglé. Dans sa chambre, puis elle jase avec sa roommate. C'est comme un épisode de Virginie. Ouais, c'est ça. Puis ça arrivait souvent, puis j'étais comme... Ça faisait sitcom cheap. Sitcom où t'as l'impression que dans le fond, rien n'est grave. C'est drôle parce que sinon, la BD, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est quand même bien écrite, elle est bien structurée, mais ces moments-là où ça coupe, puis il n'y a aucune incidence de ce qui vient de se produire juste avant, c'est pas souvent c'est pas des événements qui sont limités à quelques personnages, là. C'est des événements qui affectent un groupe de personnes, voire l'école entière, le collège entier. Ouais. Tu tournes la page, finalement, c'est réglé. Puis je comprends qu'il y a des ellipses en BD, mais celle-ci était drôlement placée. Ouais, moi, à un point parce que je me demandais s'il manquait des pages. Je questionnais à savoir s'il manquait des pages. Ça m'est arrivé souvent de me dire ça dans BD, genre au moins 5-6 fois. Là, genre, puis là, je recheckais, puis là, j'étais comme, voyons, ok, non, c'est fait comme ça. Puis, tu sais, quand on parle de build-up, parce que, tu sais, moi, j'en parle souvent, là, tu sais, comme avec des amis qui écrivent. Je pense honnêtement que tu peux faire une bonne histoire avec n'importe quelle idée, et une histoire de marde avec une super bonne idée. Je pense à Extinction, sans vous dire c'est quoi qui se passe dans Extinction. L'idée est brillante, mais l'exécution est un peu marde. Fait que ici, le problème, c'est pas le fait que, pour moi, c'était pas genre, ça se passe dans un collège, les personnages m'intéressent pas. Tout le monde avait un potentiel de briller, puis il y avait un gros potentiel que cette BD-là soit chargée émotivement. Puis à cause de ces mises en scène-là qui sont souvent coupées, frettes, et même que justement on nous montre que c'est pas grave, ce qu'on vient de penser qui était grave, ben ça fait qu'à longue, tu sais, au 3e numéro, même s'il se passait de quoi d'intense, j'étais comme, on s'en fout dans le fond. T'sais. Puis drôle de vibe, le 3e numéro. Le 3e est très précipité. Là. On a l'impression qu'il devait conclure de quoi. On a l'impression qu'il y avait une checklist, là, puis qu'il fallait qu'il passe à travers tout ça, mais sans vraies incidences. Ça faisait un peu Scooby-Doo comme feel. Genre, OK, là, on est dans le cimetière des zombies. OK, là, on est dans le party. Là, on est dans le bal. OK, là, on est dans le Underworld avec Satan. Puis, tu sais, là, je parle de ça, là, ça passe. C'est comme 2-3 pages par scène. Il y a genre 3 conclusions. Où il y a 3 étapes à la même conclusion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La confrontation finale.
avant ça, une illusion. Peut-être te spécifier là, parce que je ne l'ai pas mentionné. Oui, il y a Zatanna. C'est Zatanna dans son enfance. Est entouré de personnages qui vont devenir des acteurs importants de l'univers magique de DC. Il y a d'autres personnages qui sont la faculty, donc la faculté des professeurs, le doyen, qui sont aussi des personnages qui font partie de l'univers magique de DC. En termes d'idées, je trouve ça intéressant qu'on la renvoie dans le passé pour modifier les événements qui vont éventuellement amener la perte de l'humanité. Ça aussi, je trouve ça intéressant parce que c'est pas juste un préquel quelconque. Fait qu'il y a un enjeu là-dedans. Il y a une possibilité qu'il y a un échec, que des gens meurent. Mais l'exécution est un peu étrange. Par contre, ce que je dois dire que moi, ce que j'ai aimé par rapport à cette bande dessinée, là, je pensais pendant que tu parlais de la manière que c'était structuré, chacun des personnages, j'ai senti que c'était des personnages différents, avec des traits de personnalité différents, avec des comportements différents. Et quand je lisais chacun de ces pages-là, et ça, c'est pas facile à faire en bande dessinée, ils ont tous un peu leur langage, ils ont tous un peu leur manie, leur manière d'être, et quand on les voit interagir, tu as l'impression de voir des personnages qui interagissent entre eux. Et ça, je trouvais que c'était une des forces de la bande dessinée. Et Dieu sait que c'est pas facile à faire en bande dessinée. Parce que sinon, ça devient caricatural. Tu leur donnes des tics, ça devient comme niaiseux, c'est facile. Là, j'ai l'impression de jeunes personnes avec du relief, du volume. Et ça, j'ai particulièrement aimé ça de la bande dessinée. Sinon? Parce qu'on s'est regardé. C'est ça, j'allais dire de quoi. Mais j'essayais de mettre le point encore une fois, parce que là, tu sais, j'étais en train de me demander, voyons, j'aime-tu ça à BD ou c'est qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'espère que t'aimes ça à BD. BPRD, c'est ça ma passion, voyons donc. Là, je me posais des questions. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui fait que je suis pas capable, tu sais? Puis je pense que c'est grandement dû au dessinateur, pas dans le sens qu'il est pas bon techniquement, le dessin est bien correct. Mais quand je reviens sur mon point, c'est la mise en scène. Donc, qu'est-ce que tu choisis de montrer versus qu'est-ce que tu choisis pas de montrer? Et ici, à chaque fois qu'il y a un dialogue, on montre deux personnes qui se parlent. C'est con, là, mais c'est un médium visuel. Tu peux faire beaucoup plus que ça, là. Puis je veux dire, je pense juste... Là, c'est sûr que... Mais il y avait une belle diversité dans les choix de plans, non? Oh non. Non, check-là comme il faut. Là, je l'ai regardé, je veux dire, j'ai lu au complet. Là, mais si tu le regardes avec ça en tête, là, tu vas te rendre compte que c'est dull, là, c'est flat, là, c'est très, très non, mais c'est une réflexion que je me suis faite en la lisant. Okay. Que je trouvais que c'était bien... Je te parle pas de la structure avec les ellipses, là, où c'est mal placé, là, mais qu'au niveau du découpage, non, je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé la même diversité que dans Gotham Academy. Pour moi, c'est le même feel. Oh, il y a un schisme. Non, mais on a le droit de pas être d'accord. Je suis zéro d'accord. Puis, tu sais, Gotham Academy, je veux dire, je trouve que le dessin est magnifique. Puis l'ambiance, puis je veux dire, les plans, je veux dire, c'est un cartoon. Tu sais, tu sens les personnages bouger. Là. Ici, moi, je sentais qu'on mettait comme des mannequins dans une salle et qu'on filmait ça comme un sitcom, comme Friends. Ah non, je suis vraiment pas d'accord. C'était filmé comme Friends. Fait que pour un sujet qui est aussi fantastique et aussi débile, pour moi, c'était d'une platitude, juste, je parle visuellement. Là. C'est peut-être parce que justement, je lis du BPRD, puis j'ai lu du Mignola, puis ça touche un peu le côté occulte. Le côté occulte et mystique dans la bande dessinée est une excuse pour mettre en scène des personnages qui sont dans un nouveau monde que celui de l'université puis du collège. Ça aurait pu être à Gotham Academy ou ça aurait pu être dans une université quelconque dans l'univers de DC Comics. Rendu là, c'est un prétexte, la magie dans cette histoire-là. Donc, pour moi, quand il y a une scène où ça se déroule dans un dorm room ou dans la cafétéria puis t'es vois jaser, je vois pas le problème. Surtout que j'ai pas trouvé qu'il manquait une diversité au niveau de la mise en scène. Au contraire, je trouvais que ça flottait bien. Il n'y a aucune scène dans le même dorm room qui a l'air de la même manière ou qui est présentée de la même façon. Ouais, mais quand on parle d'ambiance, je veux dire, c'est ça que je dis, c'est pas que c'est mal dessiné, c'est vraiment comme, tu sais, prendre des mannequins, les placer, tout fonctionne, là. Je veux dire, la perspective est correcte, mais les plans de vue sont tout le temps extrêmement flats, puis il y a aucune ambiance, tu sens pas que c'est magique là, comme place, là. C'est magique parce qu'il y a un dude dans le background qui a un dragon sur son épaule, mais tu sens jamais que, genre, tu sais, les personnages, faut qu'ils te le disent. Genre, oh, c'est beau ici. Ou genre, ah, tu sais, comme, il n'y a pas de... Ah, moi, je la sentais, l'idée du campus avec tous ces êtres-là magiques réunis à la même endroit, au même endroit. L'idée aussi que ce collège-là est bâti sur des lignes magiques
sur la Terre, là, supposément, certaines croyances, il y a des vecteurs où la magie est plus importante que d'autres. Ouais. Je trouvais que c'est le fun, ça rajoute une certaine mythologie. J'ai l'impression que ce collège-là existait depuis plusieurs années. L'idée aussi que la House of Mystery et la House of Secret étaient sur ce campus, qui sont deux maisons qui existent dans l'univers de DC et dans Vertigo. Je trouvais que c'est une petite touch intéressante. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. J'ai pas les référents. Fait que, tu sais, ils me montraient des personnages comme qui étaient les professeurs ou peu importe. Je me suis dit, ok, ils doivent être connus, mais je les connais pas. Je les connaissais pas tous. Le professeur E, je le connaissais pas. Okay. Xanadu, Madame Xanadu, dans l'univers de DC, elle a pas ses yeux. Elle les a perdus. Okay. Donc, tu vois que c'est avant. Docteur Psychique. Là, c'est tout le temps un peu la même affaire parce que c'est des personnages qui sont à la base très pulp. Ils ont été créés dans une époque où la bande dessinée était très différente. Ouais. De beaucoup de Doctor, de Mister. Ce côté-là, pulpy, je l'aime bien quand on le réactualise. J'aurais aimé qu'on parle plus de ce qui est arrivé à son père. Oui, ça c'est niaiseux. Parce que c'est ça, c'est comme quand elle retourne dans le passé, là, elle se retrouve sur le stage avec son père, puis en faisant un truc de magie, ben elle ouvre comme une porte vers l'enfer, ou je ne sais pas trop. Son père est absorbé. Disparaît, puis là, tout de suite après, il y a quelqu'un qui arrive, « Hey, viens au collège! » Puis là, « Ah, ok, tu vas peut-être sauver mon père comme ça. » Mais tu sais, il n'y a comme pas aucune charge émotive, tu sais, mon père vient de disparaître. Puis elle n'insiste pas davantage pour aller le récupérer. Puis en fait, ça arrive des fois, mais il y a tellement pas de contexte que c'est comme un peu sorti de nulle part. Puis c'est juste elle, comme un mannequin avec les yeux grands ouverts, avec des larmes dessinées sur ses joues, mais t'es comme... Tu brailles fuck all, là. Tu sens pas... Moi, c'est pas tant sa réaction qui me gosse, la réaction des profs. Parce qu'à chaque fois qu'elle dit « Ouais, là, mais mon père... » Particulièrement quand il vient de se faire engloutir par la dimension diabolique, là. Elle dit, ben là, mon père, mais non, c'est correct, c'est un magicien de haut niveau, ils vont s'en tirer. Mais non, là, pourquoi? Puis, alors, je me disais, il y a une raison pourquoi ils veulent absolument qu'elle assiste à ce collège-là. Puis là, on est dans 3 numéros, qui sont en fait 6. Là. Ouais, il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse à ça. Il manque des réponses. Ouais. Pour que je care un peu plus. Et je veux dire, la grosse menace, elle a été prévenue, elle a été... On est passé à côté, là, c'est correct, elle est résolue. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le lien avec Et ce passé-là, il existe-tu pour vrai? Est-ce qu'il a déjà existé avant qu'on y retourne ou c'est un passé qui est fabriqué sur mesure maintenant? Ouais. Ça aussi, c'était pas clair pour moi. Puis j'ai ça, ces zones-là. Puis moi, n'importe qui essaie de me faire croire que quand tu fais le party, là, ça veut dire que t'es une mauvaise personne. Là. Ça nous a mélange. Il n'y a personne qui a dit ça. De quoi tu parles? Ben oui, tu sais, parce que là, elle se fait offrir de l'alcool. C'est pas de l'alcool, c'est une potion. C'est le nectar des dieux, puis là, genre, elle a fait une folle d'elle. Moi, là, dans The Faculty, là, quand il faut qu'il fasse de la poudre pour voir les aliens, moi, c'est ce genre de message-là. Ton bout préféré, oui. C'est ce genre de message-là que je veux envoyer aux gens. Et moi, je pense que ce segment-là, tu peux le lire de différentes façons, parce que je l'ai pas vu comme étant elle qui prend de la drogue ou qui prend de l'alcool, mais qui prend un stimulant pour la faire performer. Parce que c'est ce qui arrive. À partir du moment où elle prend une boisson offerte par une faculté de fée à laquelle Zatanna veut appartenir, elle peut finalement développer ses capacités magiques, puis elle peut finalement performer. Puis, Dieu sait que dans les collèges, surtout aux États-Unis, il y a des gens qui prennent de types de stimulants pour arriver à juste suivre leur cours. Fait que je l'ai vu plus comme ça que comme une mise en garde contre l'alcool ou les drogues dures. En tout cas, c'était plus ça ma lecture. Moi, je l'ai pris personnel. C'est comme, hey, pour ça, à partir de ce moment-là, Jake se sentait full jugé par la bande c'est ça. Là, vous êtes en train de juger les meilleures années de ma vie. non, mais... T'as été au collège, toi? Ben oui, quand je buvais le nectar des dieux au collège. Toi, au collège, tu serais le gars là, qui est en charge de du bien-être de tous les étudiants sur un étage là, il est tout le temps en robe de chambre puis... Hey guys, what's up man? Ça fait 20 ans qu'il est là. Ça fait 20 ans qu'il est là, puis il fait un deck non, moi je pense que je serais le bad boy là. Ah ben oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, Jake. Rocket Hogan en même temps là, puis Spawn tout là. J'aurais une moto. J'avais le crâne en feu là. Ah ouais. Je m'en irais vendre de la poudre au moteur. Tu rendirais vendre la poudre au moteur. Oui, c'est ça. Les meilleurs clients, Jake. Là, t'es rendu loin. C'est surtout tes compétiteurs principaux. J'ai tout le temps un 12 coupé là, dans mon coat de cuir. Mais non, c'est pas... Là, j'en viens au collège. Ça devient un autre récit. Là. Vous connaissez pas la vie. Non, ça, non. Jake, dans le deuxième numéro, il y avait toute l'histoire avec le groupe de femmes abeilles. La faculté de... Que j'ai fait comme...
Tu sais, on le voit tellement venir. Ouais, C'est comme, voyons, il me semble... En tout cas, ça m'a fait penser à Silent Night, Deadly Night 4, qui était un peu la même chose. Moi, okay. ça m'a fait penser, puis j'en ai jamais lu, là, fait que jugez-moi pas, là, mais genre du fanfiction de Harry Potter ou de Twilight, là. Tu sais que genre, il y a une prémisse, mais non, finalement, au lieu de focusser sur l'aspect intéressant, on va faire que la fille, elle veut frencher le gars à la place. Puis t'es comme... Ouais, mais quand t'avais 19-20 ans, tu voulais frencher le gars à la place aussi, là. C'est ça que tu voulais faire? Non. Non? Non, man. Moi, je voulais conduire un robot géant, puis genre... En même temps... T'as pas été à l'université. Sur ma moto, là, avec mon 12. En même temps, ça montre que le public cible, c'est plus des ados. T'sais. Ouais, c'est pas... Hey, tu sais, il y a une scène là, où c'est que, tu sais, parce qu'il y a un personnage là-dedans qui est comme Cyclops wannabe, que quand il enlève ses lunettes, il aspire l'âme du monde. Mm-hmm. Puis, quand il laisse un peu sa volonté parler, c'est comme, il devient une espèce d'entité ultra démoniaque. Puis là, tu vois ça, là. C'est supposé être malade, ça, là. C'est supposé être comme, holy shit, tu sais, parce qu'il se laisse aller, puis il est comme, tu veux pas voir de quoi je fais dans dedans. Puis comme, je vois, puis je veux t'embrasser. Puis c'est comme... Ouais, puis ça coupe. Ça coupe. Puis là, le lendemain matin, on est dans les corridors de l'école et on jase de genre... Monsieur Blob, il s'habille-tu en salopette? Puis t'es comme, tabarnak, man, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Là? Bon, là, Jake, la semaine prochaine, faut que tu suggères une BD, là, parce que je trouve que non seulement t'aimes pas ça, c'est correct, mais t'es de mauvaise foi. Là, c'est là. J'essaye, man, mais je suis comme, même un kid, je suis comme, lis deux. Mais je dois être un kid parce que j'ai aimé ça. Ben, si t'as aimé ça, je peux pas te l'enlever. Non, mais je reconnais les torts de la BD, mais pas un point où est-ce que je trouve ça une mauvaise expérience. Okay. On a lu pire, j'ai l'impression, dans les dernières années. Ouais. C'est quoi la pire BD qu'on a lue? Ah, je sais, c'est quoi? C'est probablement Ash versus Evil Dead versus Freddy. Ouais. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de cette franchise-là, mais moi, là, Johnny, the Emotional Maniac, là, ouais. Je trouvais que c'était de la style mal. Ah ouais? Je trouvais que c'était emo, très 90, facile, puis vraiment monotone. Juste ça, j'ai vraiment pas aimé cette bande dessinée. Dans l'ensemble, on n'a pas lu tant de pires cochonneries que ça. Là. Non. Tout le temps, trouver un petit peu son compte. Anyway, si on n'a rien d'autre à rajouter, on va arrêter là-dessus. Là. C'est ça. C'est juste que tu l'as dit, quand tu l'as envoyé, tu as dit que c'était comme considéré comme un des meilleurs BD de 2018, ouais. Ça, je le vois pas. Mais c'est correct. Je pense que c'est parce que c'est une BD qui fait un petit peu différent de ce qu'on trouve dans l'univers de DC habituellement. Okay, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Ouais. Moi, j'ai pensé à la run de Jason Aaron de Doctor Strange que tout le monde me parle, puis ça fait quand même 5 ans. Ça fait longtemps que ça roule, là. Ça fait 3-4 ans. Puis que j'ai jamais lu, puis j'étais comme, c'est que ça a l'air bon aussi. C'est vrai qu'on lit ça, regarde, on va lire ça à la place. Ouais. Parce que, tu sais, si on parle de BD qui traite de ces thèmes-là, vous autres, c'est quoi que vous avez lu, genre, je parle de mysticisme, puis de... Bon, on en parlait dans la dernière émission, mais il y a le bar du Oblivion Bar dans la série Dark Knight Metal. Ça se fait partie d'une série qui s'appelle Shadow Pack. Ouais. Puis Shadow Pack était une équipe active de magiciens ou de magic wielder dans l'univers de DC à l'époque du New 52. Donc, pendant l'année où Batman, Superman et Wonder Woman n'étaient pas présents sur la Terre, il y avait d'autres super-héros de niveau C et B qui ont pris le dessus. Shadowpack était présent. Côté magique, c'est ça. Je recherche, je pense, autant du côté de Marvel ou DC, cette série-là qui va m'immiscer dans l'univers magique. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant. C'est jamais des personnages qui sont à l'avant-plan. C'est toujours des personnages qui vivent des aventures super importantes, mais en parallèle de ce qui se passe. Regarde, le film de Doctor Strange, c'est ça, je l'ai écouté, c'est la semaine passée. C'est ça, il y a une histoire qui a rien à voir avec les Avengers, qui a rien à voir avec les personnages principaux de Marvel, mais qui est aussi importante pour le destin de la planète, voire de l'univers. Ouais, c'est juste ça que personne le voit. Personne le voit. Buffy, c'est ça. Buffy, pour la plupart des gens à Sunnydale, la ville où l'action se déroule, c'est une ville normale, un peu étrange, mais d'attitude, mais il y a des aventures en parallèle avec Buffy puis sa gang. J'aime ce côté-là tu tournes 2 fois une allée, t'as un monde qui est différent et t'amènes dans un autre monde, puis une fois que tu l'as vu, tu le vois partout. Ça j'aime ce genre de prémisse-là et d'histoire. Ouais. Et peut-être que Doctor Strange, c'est ce qui va être plus dans mes cordes. J'ai hâte de lire, il y a une grosse hache.
Oui, il y a une grosse hache, c'est vrai. Puis ça devient une autre série, hein, ça devient Doctor Strange and the Sorcerer Supreme. Ouais. Éventuellement, c'est encore Jason Aaron qui l'écrit et ça progresse, là. Il y a de nouveaux personnages. Je me rappelle qu'à l'époque que ça sortait, Comic Book Girl 19, que je suis encore, avait fait une espèce de review sur cette série-là qui n'était pas complétée encore. Puis elle était comme, tout le monde, faut que vous lisez ça, c'est malade. Et là, c'est complété, sa run est complète. Ouais. Fait que sûrement, je sais pas ça fait combien de trades, c'est-tu juste un trade? Je vais regarder, je vais vérifier, je l'ai noté dans mon calepin. Fait que c'est ça. Mais ouais, désolé, non, c'est juste que des fois j'essaie de trouver un angle positif pour parler d'un truc. Mais il n'y a que rien j'ai de moins positif apprécié. que tu as mis dans la bande dessinée? Pour vrai, je suis désolé, j'en ai pas. Aucun. Tu peux pas, en tant que mystérieux là, depuis 25 ans, là, t'es pas capable de trouver un point positif à la bande dessinée. Même pas la couverture. Rien. Les covers étaient cool. Mm-hmm. Bon, ben. C'était tout pour nous cette semaine. OK, on se laisse là-dessus. Merci Ben ouais. Jake, merci Simon. Et on se voit pour la semaine prochaine pour l'épisode 653. Peut-être quelque chose de spécial, peut-être bientôt, on sait pas. Jetez un coup d'œil à notre Patreon pour ceux que ça intéresse. Et on se voit bientôt. Bye bye. Attends, Ouais. Quoi? 653? Oui. Fait qu'on a fait... Ah non, 560... tabarnak, t'as raison. 563. J'étais là, on n'a rien fait pour le J'ai 650. J'ai inversé le 600 et le 6 et le 5. Le On 563. On se rappelle la 550e, hein, les Ouais, gars? oui, en 1975. Non, pour vrai, tu t'en rappelles pas? Ben oui, on était au Brouhaha, c'est Ben notre ouais. premier live. Non, Notre deuxième live. 550. Ah, la 550e, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien C'est ça fait. qu'on n'a rien fait. Je pense qu'on n'a Non, rien fait. Non, on a fait de quoi dans Nasty? C'est quoi qu'on a fait? Ça date de quand? Ben, j'ai fait une crise d'angoisse live au mystérieux. C'est moi qui ai le Ah oui, oui. c'est le bizarro. Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, c'est... le Bizarro World. Ça qui fait m'a quand même 12 épisodes de ça. Douter de mon existence pendant 2 semaines. Mais On- c'est tout ça que je suis dans la vraie vie face à l'adversité. Je ne suis rien. Tu vois, Puis, ouais, t'as découvert l'horreur cosmique. hein. Exactement. Oh oui, Ouais, I looked into the abyss and it stared right back at me. C'était moi qui te faisais des tatas. C'est ça, c'était Ben au fond de la vis. T'es pas capable, hein? Mais non, j'ai jamais dit ça. Ouais. J'ai jamais dit ça. OK, on se laisse. Bye bye. Ok, bye.